Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je passerai en revue la majorité des nouveaux jeux de société actuellement en cours de crowdfunding, de financement participatif sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Cette semaine, je reviens vers vous après une semaine d'absence. Bien malgré moi, hein, ceux qui suivent le suivi du menu crowdfunding, c'est un peu répétitif, suivre le suivi du menu crowdfunding, le savent déjà, mais j'ai eu un petit problème technique la semaine dernière qui m'a empêché d'uploader une vidéo que j'avais pourtant préparée, filmée, montée, et au moment de le mettre sur YouTube, YouTube m'a dit non, pour une raison que j'ignore. Donc bon, malheureusement pas de menu 66, on passe directement au menu 67. Du coup, comme d'habitude, on fait un petit tour sur la chaîne pour en voir un petit peu l'évolution, avec depuis le dernier menu, bien évidemment, l'expli party de Flamecraft qui marche plutôt pas mal, même si ça pourrait faire un petit peu mieux également. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, parce que Flamecraft c'est vraiment un petit coup de cœur chez nous, vraiment, on n'était pas forcément vendu au jeu complètement, enfin je l'avais pris parce que avant tout, je le trouvais vraiment charmant, le matos était fou, et j'avais l'impression qu'il était sympa, mais il a dépassé mes attentes en termes de, comment dire, de niveau ludique, hein, on va dire de satisfaction vis-à-vis des mécanismes. Tout s'imbrique très très bien, c'est des mécanismes assez simples, un jeu très accessible comme vous pourrez le voir dans l'XP Party, mais c'est vraiment charmant, c'est vraiment très bien foutu et c'est vraiment plaisant à jouer également. On en fera également une review d'ici quelques semaines, une fois qu'on aura accumulé quelques parties supplémentaires. Aussi, on est presque à 1340, on revient vers un rythme de croisière un peu plus conséquent ces derniers temps et ça fait plaisir. Du coup, on va pouvoir passer directement au sondage de la semaine. Je vous rappelle que chaque semaine, vous pouvez aller voter dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous avez un lien qui vous emmène vers le sondage de la semaine suivante pour aller choisir, voter pour les jeux qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir. Pour cette semaine, vous le voyez, il n'y avait pas beaucoup de jeux, hein. C'est un petit catalogue pour cette semaine, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Enfin, comparativement aux autres semaines, il y a quand même des choses super intéressantes et on verra ça ensemble. Rapidement, 63 votes. Alors, la semaine dernière, bon, malheureusement, vous n'avez pas pu le voir parce que le menu n'a pas vu le jour finalement, mais vous aviez été, bon, peut-être pas 120 votants, mais au moins 120 votes avaient été effectués pour le sondage de la semaine dernière et c'était le record à ce jour. Là, bien évidemment, vu que c'est juste un petit post que j'ai fait sur l'onglet communauté, je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de votes et finalement, quand même, 63 votes, c'est quand même pas si mal, donc je vous attends encore plus nombreux, bien évidemment, pour la semaine à venir. Pour les résultats, donc, c'est... je me suis mal démerdé, voilà, c'est comme ça. Décidément, je galère un petit peu. Quoi qu'il en soit, la première position, comme la semaine précédente, c'était couru d'avance, il s'agit de Redwood, le jeu de Sit Down sur la photographie. Vraiment, ce sera certainement l'un des 2-3 projets, les gros projets de la semaine que je présenterai. Côte à côte avec d'ailleurs Frozen Frontier qui, vous le verrez, fait un début de campagne assez décevant pour le nouveau projet de Cosmodrome Games, à qui l'on devait pourtant Smartphone Inc., qui avait fait un très beau résultat aussi il y a quelques années de cela. Donc pour leur nouveau jeu, on s'attendait à un truc qui ferait boom, un gros pétard, et pour l'instant c'est plutôt un pétard mouillé malheureusement, on verra bien. Ensuite, Patriot, 9 voix, mais là on en parlera du coup dans les projets mentions honorables de la semaine, je devrais dire, même si 9 voix c'est quand même pas mal du tout mine de rien. J'aurais été tenté d'ajouter Stifling Dark ou Stifling Dark. Je vais vérifier la prononciation avant de tourner le segment en question, parce que le projet a l'air vraiment sympa. Et en plus de ça, ça me semble être beaucoup plus intéressant qu'une proposition qui se voulait similaire et bénéficiant d'une licence il y a quelques mois, mais en mieux fait et sans licence. Donc on en parlera un petit peu. Je sais pas encore si je le mettrai dans les gros projets de la semaine ou si ce sera seulement une mention orale, parce que je m'autorise quand même le droit de mettre un projet qui me tient particulièrement à cœur moi-même dans les gros projets de la semaine, même si dans les votes il n'est pas représenté comme étant un gros projet. Harrow County, que je pensais voir plus haut aussi avec cette voix, parce que c'est le prochain projet, le prochain jeu, nouveau projet, de l'équipe derrière Mind MGMT, autrement appelé aussi Mind Management, qui avait fait un énorme succès, qui avait fait une seconde campagne il y a quelques mois aussi, qui avait été couronné de succès également. Donc je pensais que Harrow County ferait un plus gros score, en tout cas parmi les votes. C'est pas le cas, mais on en parlera quand même dans les mentions honorables bien entendu. Ensuite, Beergarten, Arch Rebels, We're Sinking, Familiar and Foes, et puis quelques autres également qui seront présentés, qui n'ont pas été, comment dirais-je, qui ne faisaient pas partie du sondage de la semaine parce qu'ils me sont passés un petit peu sous le nez, je les ai pas vus, je les ai pas aperçus, ou ils ont été annoncés trop tard, juste avant le début de la campagne, ça peut arriver aussi.
Et donc du coup, c'est parti, on va tout de suite commencer sur les mentions honorables, et puis ensuite on partira sur 2, voire peut-être 3 gros projets de la semaine. On commence tout de suite par un petit détour du côté de chez GameFound avec Heart of Ice Deluxe Edition qui nous vient de Other Worlds, projet que je n'avais pas vu et en même temps c'est un petit peu logique parce que c'est pas vraiment un jeu de société à proprement parler, il s'agit ici d'une aventure en solo qui se base sur un livre, un peu illustré d'ailleurs, une expérience solo qui s'accompagne également d'un petit peu de matériel complémentaire, des cartes, des marque-pages pour sauvegarder votre progression et puis également une carte de pseudo-identité qui vous permettra d'aller gratter ici la map que vous voyez, puisqu'en fait la map sera composée de tout un tas de zones qui seront un peu similaires à, je sais pas, comment ça s'appelle, j'ai oublié les noms, les jeux à gratter, vous savez, en France, avec les blackjack, les choses comme ça, les millionnaires si je me souviens bien, où vous grattez une zone pour découvrir ce qui s'y cache en fait. Et donc c'est assez intéressant de ce point de vue là, mais donc uniquement solo avec beaucoup de narration un petit peu façon livre dont vous êtes le héros, différents embranchements, tout ça avec des artworks relativement jolis, vous pourrez aussi incarner différents personnages, c'est pas inintéressant, tout ça se place dans un univers post-apocalyptique, je crois dans les années 2200-2300, j'ai oublié, où le monde est un petit peu sous la glace, un petit peu comme le transpersonnage, mais dans un univers un petit peu différent quand même. Reste à voir si la direction artistique vous intéressera, si l'univers vous parle également, mais ça a l'air d'être relativement soigné, et puis c'est un écrivain à l'origine qui propose cette expérience, donc on peut certainement imaginer que le jeu sera suffisamment bien écrit pour être intéressant et immersif. Vous avez ici un petit peu un aperçu de ce que peut donner la carte une fois que certaines zones sont grattées justement pour aller en découvrir certains lieux d'intérêt. Les illustrations, assez sympa. Pour l'instant, tout est écrit en polonais, donc c'est pas forcément très parlant pour vous, j'imagine, hein, ni pour moi d'ailleurs, mais en tout cas, la proposition est assez originale. J'avoue que j'aimerais bien essayer un jour un truc de ce genre-là, même si c'est pas forcément ma came à l'origine. 49€ pour l'édition Deluxe. Ensuite, vous pourrez aussi acquérir les précédentes œuvres de l'auteur, en fait, simplement, à savoir Stormweavers, Standard Edition ou Extended Edition pour 39 et 74. Et puis après, vous pourrez aussi prendre des niveaux de pledge avec deux éditions, deux copies du même jeu pour amortir un petit peu les frais de port, etc. Pour ce qui est du shipping, pour l'Europe, ça va aller de 11 à 24€ en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Pour le Canada, 13 à 39. Pour le reste du monde, 15 à 53 en fonction du niveau de pledge. Et pour la TVA, ma foi, je suis un petit peu paumé. J'ai rien vu concernant la TVA ou la VAT comme ils l'appellent en anglais. Donc a priori, comme c'est un projet qui nous vient quand même d'Europe, si je ne me trompe pas, et de Pologne plus précisément, ça devrait normalement être inclus. A voir. Pour l'instant, 208 backers, 11 000€ d'engrangés, c'est donc financé. Pas de beaucoup, mais ça l'est et ça va continuer à progresser, bien évidemment. Vous me direz ce que vous en pensez. Proposition assez intéressante, bien illustrée, un univers assez particulier, même si on a déjà vu des choses relativement similaires. Je serais curieux de voir vos avis pour ceux qui auraient déjà éventuellement testé ce genre de jeu. Voilà pour Heart of Ice. On continue avec Harrow County, The Game of Gothic Conflict, un petit jeu asymétrique dans lequel vous aurez différentes factions, un petit peu à la Root, qui auront chacune un gameplay, une façon de se jouer relativement différente des autres. C'est par les créateurs de Mind MGMT, comme vous le voyez, un Mind Management, qui avait fait un carton, qui avait craché sur tout le monde sur Kickstarter avec... je crois plus de 10 000 contributeurs lors de la dernière campagne, on va d'ailleurs aller voir tout de suite. C'était Off the Page, l'éditeur, qui avait donc proposé déjà 3, plus maintenant 4 campagnes sur Kickstarter, avec d'abord Fail Faster, qui avait fait 1363, ce qui n'est pas ridicule pour un projet de ce type-là, et ensuite donc Mind MGMT 2378, c'était un bon score sans être extraordinaire, mais ensuite, une fois qu'il était arrivé au backer, il avait fait beaucoup de bruit, il avait beaucoup fait parler, il s'était attiré des louanges de nombreux critiques sur internet, et du coup, la seconde campagne avec un petit peu d'ajouts complémentaires a fait un vrai carton, avec près de 10 000 contributeurs il y a quelques mois à peine. Donc je m'imaginais que leur second projet, le troisième projet, Harrow County, allait certainement faire un truc plus conséquent que ce qu'il ne fait pour le moment en tout cas. Puisque vous le voyez, Harrow County pour l'instant est à 1300 contributeurs approximativement, à 20 jours de la fin de la campagne. Bon après, il a commencé il y a 3 jours, donc ça va continuer à grandir bien évidemment, mais ça fera clairement pas 9000 contributeurs. Comme pour Mind MGMT, Harrow County est également basé sur une œuvre préexistante qui était une œuvre de BD si je me souviens bien, pas de comics en gros, donc avec un univers assez particulier, même visuellement parlant ça plaira pas à tout le monde,
mais c'est assez riche, avec un vrai lore derrière, donc c'est quand même intéressant malgré tout, et c'est pas une énorme licence, donc ça, comment dirais-je, ça n'a pas le même effet repoussoir que certaines licences peuvent avoir sur une partie du public, on va dire. Ceci dit, pour l'instant, c'est largement financé, hein, 115 000 euros d'engrangés, 1300 contributeurs, c'est quand même un beau résultat malgré tout pour une licence qui, en tout cas en Europe, en Asie par exemple, là où je suis également, n'a aucune renommée. Donc j'imagine que c'est quand même essentiellement quand même un public nord-américain. En même temps, c'est comme ça quasiment pour tous les jeux sur Kickstarter. 750 aux États-Unis, 111 au Canada. France, personne. Il y a plus de backers en Belgique ou en Italie ou en Suède qu'en France. C'est assez surprenant de ce point de vue-là. Est-ce que c'est une façon de nous dire que aussi l'anglais on n'est vraiment pas très doué? Je pense pas quand même. Quoi qu'il en soit, le game design est également réalisé par Jane Cormier et Chad Miller qui sont derrière MindMGMT. Donc c'est vraiment la même équipe, c'est pas uniquement le même éditeur. Pour résumer un petit peu, c'est donc un jeu asymétrique de 1 contre 1, même si vous pouvez y jouer aussi jusqu'à 4 si vous prenez une extension dont on parlera un petit peu plus tard dans la campagne. Après, en termes de direction artistique, vous le voyez sur la table, ça ressemble un petit peu à du Catan, enfin, c'est du même château de Bourgogne, c'est pas diablement joli, mais bon, MindMGMT ne l'était pas non plus, selon moi, après c'est une question de goût. C'était bien réalisé, mais la patte artistique me plaisait pas des masses, et c'est un petit peu similaire pour Harrow County. Mais bon, s'il a les mêmes retours en termes de gameplay, ça risque d'être très très bon malgré tout. Donc pour 2 à 3 joueurs c'est présenté ici, alors qu'on nous dit que c'est du 1 contre 1 ici, donc il y a différentes informations à prendre en compte, attention. Dans lequel eh bien, vous allez chercher pour certaines factions à échapper à une menace, ou pour d'autres factions à détruire tout sur votre passage, ou à une autre faction à aller vous répandre pour aller infecter toute la comté de Harrow, ou une dernière vous allez essayer de contrôler un peu plus le territoire. Donc différentes factions, différents objectifs, différents gameplays. Le tout pour des parties de 45 à 90 minutes. Ensuite, bon, je vais passer assez rapidement, ça reste une mention honorable, donc on va pas passer trop de temps dessus. C'est à 65$ américains, attention ici les CAD c'est les dollars canadiens, donc ne vous laissez pas avoir par le prix un peu menaçant. Bon, 65$ c'est pas gratos non plus, hein, entendons-nous bien, mais ça reste plus raisonnable. 65$ donc pour ce plateau double face, donc, pour une plus grande rejouabilité j'imagine. Ensuite un plateau de scoring, le livre de règles, les tokens dans tous les sens, et donc 4 factions, les protecteurs que vous voyez ici en rouge avec des standees, pas de miniatures, hein, comme c'était le cas déjà pour MindMGMT. Ensuite The Family, donc la famille avec Corbin, Levi, Odessa et Kane qui auront leurs standees couleur grise cette fois-ci avec un gameplay différent. Ensuite les Kami qui sont apparemment que 2 plus un troisième personnage un petit peu énigmatique, une sorte de sorcière, mais là, ce que là elle est quand même bien ensanglantée, c'est bien dégueulasse. Et puis enfin Hester, qui lui est plus dans la... C'est une sorcière enterrée sous un arbre qui va chercher à répandre ses racines pour retrouver la vie, on va dire en gros. Et c'est assez marrant parce que comment elle va infecter les autres autour du plateau en allant mettre ces petits tokens de serpents dans les oreilles des pions de contrôle que vous voyez ici si je me souviens bien. Donc c'est assez gore finalement, mais bon, c'est dans le thème. Ensuite, vous avez une version Deluxe qui s'accompagnera pour 99$ d'un matériel un petit peu deluxifié en bois plutôt que les standees par exemple, des ressources en bois également. Et puis on a aussi pour la Deluxe Edition l'extension qui s'appelle Fairfolk et qui vient ajouter une nouvelle faction apparemment. Vous aurez aussi à 129 une Satchel Edition, donc avec la boîte de jeu incluse dans une sorte de jeu cartable on va dire, avec des pièces de métal, enfin des pièces, je sais pas si on peut appeler ça des pièces véritablement, c'est en forme de carré, mais qui vont remplacer certaines ressources, d'abord en carton puis en bois, maintenant en métal, donc un aspect deluxifié assez présent. Et puis ensuite à 179 le Satchel Edition, plus un poster signé également, mais là c'est plus du pledge mécénat, parce que le poster est un petit peu chéro sinon quand même. Ma foi c'est à peu près tout, on va passer rapidement sur le fait quand même qu'on peut tester le jeu, je crois si je me souviens bien sur... quoique, je sais pas, il me semblait qu'on pouvait le tester sur TTS, mais après tout, je me trompe peut-être. Passons. On va essayer de trouver donc du coup les frais de port, ça sera plus rapide. Ouais, j'arrive pas à trouver le TTS, donc j'ai dû me tromper. Quoi qu'il en soit, cherchons désormais les frais de port. Voilà, c'est ici que ça se passe. Harrow County pour la zone Union Européenne 1, donc il y a une zone européenne 2, bon ça va être un petit peu relou, donc Belgique, France, Luxembourg, donc la majorité de la francophonie c'est l'Europe 1 apparemment, donc Europe 1 ce serait 18, 20, 24 en fonction du niveau de pledge, ensuite pour nos amis canadiens 20, 22, 26, pour les Suisses, c'est peut-être la zone 2 par contre. Hein. Ouais, c'est ça. Suisse, c'est dans la zone Europe 2. Donc c'est un peu plus cher, comme les monégasques d'ailleurs également.
43, 50, 55, là par contre ça pique un peu, et c'est la même chose pour nous au Japon. Ah non, c'est un peu plus cher encore pour nous au Japon. Japon et Philippines uniquement, 51, 56, 63. Ok, ils aiment pas le Japon visiblement. J'aurais pas dû présenter ce jeu. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Harrow County, un nouveau projet donc de l'équipe de Mind MGMT qui a fait un énorme succès. Apparemment, Harrow County ne suivra pas le même chemin, même si ça reste tout à fait honorable pour une licence qui en plus n'est pas très connue, mais quand même, je pensais que ça ferait un peu plus que ça. Voilà pour Harrow County. On continue tout de suite avec We're Sinking, Nous coulons, un jeu de pirate qui nous vient de Joseph Frederick of Ludamus Games, donc Ludamus Games, un primo porteur de projet sur Kickstarter apparemment, et qui pour l'instant se porte plutôt bien. Alors vous le voyez, c'est pas encore financé, mais pour un premier projet de ce type, 457 contributeurs après moins d'une semaine de campagne, c'est plutôt honorable, et ça va financer quoi qu'il arrive d'ici quelques temps, hein. Je ne me fais pas de soucis pour eux. 31 000 euros sur 42 000 nécessaires pour l'instant, à 23 jours de la campagne, avec une direction artistique plutôt soignée. C'est un jeu qui est présenté de manière assez originale, 3 à 6 joueurs, 45 à 90 minutes, et 10 ans et plus. Et pourquoi je dis que c'est assez original? Parce que on nous parle parfois de jeux semi-coopératifs, là on nous présente ça comme un jeu semi-compétitif. Je sais pas s'il y a vraiment une différence concrète entre les deux appellations, mais c'est assez intéressant pour être souligné. C'est un jeu de survie dans lequel votre bateau de pirates commence à couler au fur et à mesure, et vous avez deux issues possibles. Pas issu du bateau, hein, issu du jeu. Hein. Votre bateau va couler, auquel cas le pirate le plus léger qui aura su se munir de trésors restants dans la cale, mais qui est quand même moins lourd que les autres, va réussir à s'échapper grâce à une barque de sauvetage. Par contre, deuxième issue possible, eh bien, vous collaborez autant que vous le pouvez tous ensemble pour vaincre l'ennemi ou le monstre qui est en train d'essayer de faire couler votre bateau, et finalement vous vous en sortez tous ensemble, mais celui qui aura amassé le plus de trésors en gros l'emportera à la fin de la partie. Donc au final il n'y a qu'une seule personne qui peut l'emporter, mais reste à voir si vous allez collaborer pour essayer de vaincre tous ensemble le monstre tout en accumulant un maximum de trésors, ou au contraire si vous allez faire en sorte d'avoir un minimum de trésors, mais de laisser votre bateau couler. Donc il y aura bien évidemment beaucoup d'interactions entre les joueurs, donc il y aura aussi bien sûr des alliances de circonstances qui vont être rompues au fur et à mesure de la partie bien évidemment. Si vous observez que vous êtes le dernier actuellement en termes de possession de trésors et que vous êtes le plus léger de ce fait, vous aurez tout intérêt à laisser le bateau couler ou même à avantager le monstre qui essaye de vous couler pour pouvoir vous en échapper en premier, d'ailleurs le seul à pouvoir s'en échapper au final. Donc forte interaction, semi-coopération, petit coup de traître dans le dos, ça peut être relativement intéressant. C'est pas forcément pour tous les profils de joueurs, certains n'apprécieront pas justement ce genre de truc. Moi j'avoue que ça a l'air d'être assez fun. C'est pas non plus, outre la direction artistique qui me semble un petit peu légère, disons, c'est pas forcément ma came. Le gameplay, c'est pas forcément le type de jeu qu'on a le plus à cœur, Xavier et moi, ou notre groupe de manière élargie. Mais un jour, j'aimerais bien le tester malgré tout, parce que ça a l'air d'être relativement fun. Mais faut accepter l'éventualité de s'engueuler un tout petit peu avec ses potes, si certains sont un petit peu mauvais joueurs par exemple. Le jeu de base est à 49$, et il s'accompagne d'un bateau miniature dont, vous l'avez vu, les étages peuvent se décomposer pour représenter l'état de votre bateau au fur et à mesure qu'il coule dans les flots. Donc c'est assez marrant de voir une représentation physique de cet événement. Ensuite, vous aurez le plateau de joueurs ici, un max de cartes dans tous les sens, différents personnages jouables pour chacun des joueurs autour de la table, avec des spécificités pour chacun d'entre eux bien évidemment, et puis des dés, des composants assez classiques, somme toute. Ensuite, un insert également pour loger le tout, ce qui est plutôt très agréable également. Ensuite, continuons, on a aussi des add-ons avec une mini-extension intitulée Swords and Souls, qui vient ajouter de nouveaux ennemis qui pourront chercher donc à vous couler, sachant que chaque ennemi va être géré et gérable de manière différente par l'équipage autour de la table, bien évidemment. Ensuite, en add-on, on peut aussi prendre une couverture pour sa boîte. J'ai jamais compris l'intérêt de ce genre de choses-là, mais bon, pourquoi pas. Et puis, ma foi, je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a pas de deluxe finalement. Il y a un all-in que j'ai dû passer un peu trop rapidement pour 65$, qui vous permet de choper le jeu plus l'extension, plus la box sleeve, donc la couverture de boîte, et ainsi de suite. Et du coup, on va pouvoir passer directement au frais de port. C'est pas le paragraphe de frais de port le plus clair que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, mais c'est pas grave.
Apparemment, pour ce qui est de l'Union Européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la Chine, ça devrait être compris entre 15 et 30 dollars de frais de port. Donc, vous devriez être approximativement informé sur la zone qui vous concerne, parce que, bon, a priori, Europe, Canada, cela concerne la majorité des spectateurs de la chaîne. Pour nous qui sommes en Asie, par contre, je sais pas vraiment où on se situe. On n'est pas à côté de la Chine véritablement, donc généralement pour nous c'est beaucoup plus cher. Donc je sais pas, j'imagine que ce sera plutôt aux alentours de 35, 40, 50 euros. On verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que je pouvais dire pour We're Thinking, un joli petit projet, même si a priori c'est pas tellement ma cam, mais c'est fun malgré tout, et j'aimerais bien un jour le tester, par curiosité. Petit détour sur GameFound pour la campagne de l'incontournable David Turczi, le monsieur David Turczi, donc monsieur Anachronie et monsieur mode solo de tous les jeux qui existent dans le monde avec un mode solo. Presque. Bref, vous l'aurez certainement déjà entreaperçu sur beaucoup d'œuvres ludiques. Il s'apprête à avoir un enfant, je suppose c'est un garçon ou une fille, mais on s'en fout un petit peu. Et donc pour célébrer la naissance de son petit, eh bien il propose une campagne avec des promo packs. Donc en fait des cartes promotionnelles qui généralement sont indisponibles dans le commerce, qui sont généralement disponibles uniquement dans les campagnes Kickstarter. Et il en a même ajouté, créé des nouvelles pour l'occasion. Et puis ça nous permet aussi de croquer un petit peu, quand même 13 410 euros d'engrangés. Il y a malgré tout un objectif de financement à 26 000 euros. Pour une campagne de ce type-là, j'aurais pu imaginer qu'il aurait fixé un truc à 1000 euros comme ça, histoire de dire, mais non. Il y a un objectif de financement. Bon, pour qu'il en soit, 651 backers à 24 jours de la fin de la campagne. Si vous êtes très fan de Tekkenu, de Voidfall, de Imperium, de Perseverance, de Tawatin Suyu, de Vengeance Rolling Fire, de Tricarion et encore, ça pourrait être l'occasion de mettre la main sur un ou deux petits trucs par-ci par-là vraiment ultra exclusifs. Pourquoi pas? Faut vraiment être très fan ou vraiment apprécier suffisamment l'auteur en question pour célébrer la naissance de son petit en lui filant un petit peu de thunes. Voilà. 13 410 euros pour l'instant, ça devrait dépasser largement cette somme-là et aller financer à l'aise à mon avis, parce que malgré tout, Turczi c'est quand même un monsieur incontournable du monde du jeu de société, en tout cas pour tous les amateurs de solo, et pas que. Ah, on sent que la Oktoberfest approche en Allemagne, c'est la saison qui veut ça. On nous sort désormais un projet qui s'appelle Biergarten Second Edition, qui nous vient de Blue Wings Games, un jeu dans lequel vous allez essayer d'organiser la meilleure Oktoberfest justement. C'est pour 1 à 5 joueurs, 25 minutes la partie, c'est également jouable en solo mais jusqu'à 5 donc, 25 minutes la partie, je l'ai déjà dit, je me répète beaucoup. Et c'est un jeu de pose de tuiles où vous allez essayer de composer donc le meilleur Biergarten possible, le meilleur service pour vos clients autour de la table. Pour un jeu qui, au demeurant, m'intéresse pas outre mesure, je pense que vous l'aurez deviné. En général, dans les segments de présentation des jeux sur le menu crowdfunding, quand je me répète 2-3 fois pour dire la même chose, c'est que soit j'ai pas eu le temps de bosser suffisamment le sujet, soit le sujet en question m'intéresse pas suffisamment, donc je suis passé un petit peu en lisant en diagonale. Et du coup, ça donne ce genre de résultat. Quoi qu'il en soit, vous aurez quand même un paquet de matos qui n'est pas spécialement très deluxifié, pour être honnête. Ça ressemble à du jeu allemand, mais avec des illustrations un peu jolies, ce qui change un petit peu quand même. Et c'est à peu près tout. Et la campagne est quand même très vide. On vous dit pas comment ça se joue, mais en même temps, c'est une seconde édition. Donc on peut imaginer que c'est un jeu qui bénéficie déjà d'une certaine renommée, mais en même temps, peut-être pas, parce que 77 backers uniquement, 2500 euros d'engrangés. Bon, objectif assez bas aussi, 7500 $, c'est largement faisable. Et heureusement qu'il est bas, parce que pour l'instant, on n'est pas très bien barré. Ces espèces de buveurs de bière, là, ils sont quand même pas en train de nous faire le succès de leur vie. Mais bon, que voulez-vous? En même temps, quand vous faites une campagne assez vierge d'illustration de comment se joue votre jeu, etc., c'est vrai que ça donne pas forcément très envie. Pour le Canada, 15 euros de frais de port. Pour le reste du monde, 19 $. Donc j'imagine que ça inclut également l'Europe, peut-être le Japon également d'ailleurs. Ouais, c'est ça apparemment. Sauf la Russie, mais de toute façon ils mettent EU excluding Russia. La Russie, les gars, n'est pas dans l'Union Européenne à la base. Donc... Mais bon, quoi qu'il en soit. Pour tous les amateurs de bière et de pose de tuiles, ça pourrait malgré tout être un jeu assez fun. Là-dessus, j'en ai aucune idée. J'ai pas testé le jeu jusqu'à présent. Vous me direz ce que vous en pensez pour Biergarten et cette seconde édition du jeu. On enchaîne tout de suite avec Art Travels, Magic Socks, une extension pour Art Travels, ce jeu qui peut-être fera naître en vous un petit sentiment de nostalgie. Ça me rappelle ces soirées d'été chez ma grand-mère, enfin chez mes grands-parents paternels, dans le Berry pour tout vous dire.
dans un lieu-dit où il y avait 50% ou 60% de la population qui était dans ma famille. Voilà, c'est pas forcément très flatteur de dire comme ça, hein. Quoi qu'il en soit, ces soirées passées devant la télé, pas très intéressantes, ces soirées hein, où je voyais ma grand-mère tricoter. Voilà, c'est le thème du jeu, le tricotage. Voilà, on va tricoter des pulls, on va utiliser des pelotes de laine pour faire des chefs-d'œuvre de tricotage, avec un jeu qui se base sur des mécanismes assez connus, assez fréquemment vus dans les jeux de jeux société, à savoir du set collection, du draft également, et puis également des personnages, oui, on va dire des personnages asymétriques, ce qui est un peu plus intéressant. Tout ça pour aller faire du pattern building, comme on dit en anglais, donc de la création de la construction plutôt de figures, on va dire, des constructions de tableaux quasiment. Avec donc vos pelotes de laine. Le tout avec l'approbation de Dice Tower, la chaîne numéro 1 dans le monde anglophone du jeu de société. Bon voilà, pour le reste, hein, je découvre avec vous. Hein. Franchement, je ne connais pas Art Travels. Il était sorti en 2021 apparemment. Et donc il avait déjà des extensions à l'époque, puisque vous pourrez aussi mettre la main sur les extensions déjà sorties apparemment, donc Awards Season et Rivals par exemple. Et il y aura donc cette nouvelle extension intitulée Magic Socks, donc les chaussettes magiques. Tout ça est très coloré, c'est très mignonnet, hein, c'est assez, comment dirais-je, ambiance de Noël quasiment, avec les chaussettes qui pendent au sapin pour accueillir les cadeaux du Père Noël, etc. Même si thématiquement c'est pas la question, mais bon, ça y ressemble un petit peu, c'est les souvenirs que ça m'évoque un petit peu, voilà. Pour le reste, je n'ai absolument jamais joué au jeu, je ne saurais pas vous dire en quoi ça consiste véritablement, à part au fait qu'il va falloir faire de la couture, du tricot. Donc thématiquement, c'est clairement pas pour moi, mais ceci dit, bon, vous avez plusieurs personnages, chacun d'entre eux a ses spécificités, ses approches de gameplay un petit peu différentes, donc finalement, peut-être que c'est assez fun. Je ne saurais pas vous le dire, parce que je ne backerai vraisemblablement pas le projet. C'est vraiment pas un thème qui m'attire, mais bon, il y en a pour tout le monde visiblement, et c'est du côté de Backer Kit, qui fait pas, en général, jusqu'à maintenant en tout cas, des énormes campagnes, et qui pourtant accueille déjà 720 backers et 73 000 euros d'engrangés, 73 000 dollars pardon, à 25 jours de la fin de la campagne, donc c'est quand même un projet qui se porte bien malgré tout. Comme les chaussettes d'ailleurs qui se portent bien aussi. Ouf. Qu'est-ce que c'était mauvais ça. Quoi qu'il en soit, passons directement maintenant aux frais de port. Hein. Je pense qu'on va passer les niveaux de pledge, parce que sur BackerKit, je connais assez mal, c'est assez mal présenté je trouve. Pour l'instant en tout cas, ça saute pas au visage les niveaux de pledge, à moins que bundles, peut-être, si effectivement. La boîte est à l'envers par contre. Bon, 25$ pour l'extension, si vous avez déjà le jeu de base. Ensuite 45$ si vous voulez uniquement les extensions, parce que vous avez déjà le jeu de base mais pas le reste. Ensuite, les Theme Packs, 45$ pour des mini-extensions, on va dire. All the New Stuff, donc toutes les nouveautés, 90$. Et si vous voulez, enfin, la nouveauté plus le jeu de base, il faudra quand même débourser 130$ pour faire du tricot. C'est un petit peu cher. Depuis tout à l'heure, je dis tricotage. Ouais, tricot en fait. Pourquoi tricotage? Tricot. Quoi qu'il en soit. Et 200$ pour aller chercher la version deluxifiée. Tout ça pour faire du tricot. Autant acheter des pelotes de laine, ça ira plus vite. Pour les frais de port, 30$ pour l'Europe et le Canada également. 30$ également pour l'Asie d'ailleurs. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Arch Revels. Et je pense que vous aurez compris que c'est pas tellement ma cam, même si je trouve le projet assez charmant malgré tout. 722 backers, 73 000 euros d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne. Projet suivant, il s'agit de Patriot du côté de chez Kickstarter, un jeu immersif pour 1 à 6 joueurs qui se base sur de la déduction sociale, mais pas seulement. C'est un jeu dans lequel vous allez essayer de sauver ou d'assassiner le président d'une nation fictive, le président de Carmonia apparemment. C'est un jeu qui s'accompagne également de 300 cartes, de 36 miniatures, d'un plateau assez conséquent, qui mélange différents mécanismes également, puisqu'on n'aura pas seulement de la déduction sociale, il y aura aussi des facettes de deck building, de combat, même d'engine building, donc de construction de moteurs, le tout pour 1 à 6 joueurs, 30 minutes par joueur pour faire une partie, donc ça peut aller de du coup 1 heure à 3 heures environ, pour 14 ans et plus. Le projet est désormais financé avec 390 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Il a accumulé 35 000 euros approximativement en quelques jours de campagne. Et c'est un projet qui avait déjà fait une tentative sur Kickstarter, et tenez-vous bien, ça date pas d'hier. Le mec s'est accroché puisqu'il a renouvelé l'expérience après une première campagne en 2018.
Donc ça remonte quand même à plus de 4 ans, puisque c'était mai 2018, pour une seconde tentative, donc 4 ans plus tard, en octobre 2022. Donc il a rebossé sur son jeu, j'imagine, pendant quelques années, pour pouvoir proposer une expérience bien plus convaincante. Et pour le coup, bien lui en a pris, puisque le projet est désormais financé. Pour le reste, je vous présente un petit peu rapidement à quoi ça ressemble. On a un max de cartes de miniatures, on va choisir des personnages qui auront chacun leur spécificité, bien évidemment, il y a un petit peu d'asymétrie là-dedans. Les retours ont l'air d'être plutôt positifs de manière générale, même si faut toujours prendre ça avec des pincettes. En règle générale, les critiques, surtout celles qui apparaissent sur les pages de campagne, sont toujours positives. Les nôtres également, bien évidemment. Même si on essaye de se montrer un minimum, un tant soit peu objectif, généralement, si on est trop objectif dans le mauvais sens du terme, enfin dans le mauvais sens selon l'auteur du jeu, il les met tout simplement pas sur la page de la campagne en fait. Donc prenez ça avec un grain de sel, comme disent les Anglais, avec des pincettes, comme nous on dit en France. Quoi qu'il en soit, voilà un petit peu ce à quoi ça ressemble. Visuellement, c'est pas magnifique. Les miniatures ont l'air d'être pas mal, ça d'accord. Mais au-delà de ça, la direction artistique, personnellement, je suis pas hyper fan des illustrations, surtout des personnages. Vous aurez donc des phases de gather où vous allez chercher des cartes d'influence. Vous aurez aussi pour mission de contenir les éventuels, comment dit-on en français déjà, riot. J'ai perdu le mot en français. Des émeutes, bordel, des émeutes. Donc vous devrez éventuellement résoudre des émeutes, vous devrez éventuellement chercher à protéger le président de certaines attaques, etc. Ensuite vous aurez une deuxième phase où vous pourrez utiliser certaines cartes pour activer certains effets, etc. Vous aurez des rencontres avec différents personnages, des PNJ j'imagine, qui vous permettront de faire face à certaines situations un petit peu complexes, un petit peu inédites, un petit peu inattendues dirais-je, etc., etc. Bon, c'est quand même pas mal de phases de jeu assez intéressantes, du deck building, comment dirais-je, de l'interaction assez présente dans le jeu également. Ça a l'air d'être relativement intéressant, c'est pas spécialement un truc qui m'attire outre mesure personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas il a le mérite de revenir après quand même plus de 4 ans de travail j'imagine, à poncer son jeu après un premier échec, donc quand même félicitations à lui. Pour la boîte de base, 79$ américains, donc restez sur le USD, AUD c'est australien, donc c'est une valeur totalement différente. Donc 79$ américains pour le jeu de base, qui s'accompagne également d'une version deluxe que vous voyez ici pour 96$, un early bird, attention, une fois que le early bird sera terminé, ce sera 116$, donc un peu plus conséquent, quand même 20$ de différence pour le early bird. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change que vous aurez des pièces de métal au lieu des pièces en carton, vous aurez un tapis de néoprène au lieu de tapis, pas de tapis d'ailleurs, de plateau en carton tout simplement. Vous aurez aussi la Carmina Dice Tower, donc une tour AD, qui représente en fait l'ambassade, ou j'imagine le palais présidentiel de Carmonia. Et puis enfin un poster de la couverture du jeu, pourquoi pas un pins également. Voilà, c'est pas forcément des ajouts hyper importants, mais c'est un petit peu deluxifié, quoi, en gros. Pour le reste, les frais de port se trouvent ici. Pour l'Union Européenne, c'est 21 ou 23 livres. Donc attention, ce n'est pas en euros, mais en livres. Pour le Canada, c'est 20 à 21$ cette fois-ci. Et pour le reste du monde, donc le Japon par exemple, 56 à 62$, ça pique un petit peu méchamment. Le fondement. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Patriot. 390 contributeurs pour l'instant, c'est financé. Donc félicitations à lui, quand même 4 ans de travail pour revenir sur Kickstarter après un premier échec. Il faut quand même le saluer. On continue avec une autre campagne du côté de chez BackerKit qui se développe de plus en plus, qui a de plus en plus de jeux proposés en campagne. C'est le cas maintenant avec New Avernus, encore une fois un jeu qui n'a pas de version francophone pour l'instant. D'ailleurs, je me rends compte en le disant que la grande majorité, si ce n'est pas la totalité des projets que j'ai présentés jusqu'à présent dans le menu de ce jour, n'avaient pas de version francophone. On est sur une semaine pas très French-friendly. Donc c'est un peu dommage, mais bon, quoi qu'il en soit, New Avernus, c'est un jeu dans un monde post-apocalyptique dans lequel eh bien, un météore s'apprête à maraver la tronche de notre planète, et il va pouvoir, quand je dis il, c'est Dieu, voilà, j'aurais dû le dire tout de suite, il va pouvoir sauver une des villes, la meilleure ville. Et donc en gros, votre objectif, dans un jeu de course en réalité, vous allez construire la ville la plus à même de satisfaire le dieu qui est susceptible de vous sauver. Parce que oui, c'est un dieu, mais il n'est pas complètement omnipotent. Il ne peut sauver qu'une seule personne, parce qu'il est quand même pas hyper sympa. Si il est omnipotent, il est pas très sympa. Ou alors, il n'est pas omnipotent et c'est un dieu un peu au rabais.
Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un jeu de course, comment dirais-je, de set collection, de gestion de ressources également essentiellement. Donc un jeu de construction de cité essentiellement, avec, vous le voyez ici, un matos pas fou. Voilà, vous avez ces grilles ici sur lesquelles vous allez construire votre ville, et ça présente pas super bien. Très honnêtement, c'est assez décevant visuellement parlant, c'est pas très très beau. J'ai un petit peu de mal à me dire qu'on est en train de construire une ville sur cette grille de 4x4. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça pas terrible personnellement, mais après le gameplay est peut-être fantastique là-dessus, j'ai aucune idée, ça peut être tout à fait sympa. En plus de ça, la météorite peut arriver sur Terre à n'importe quel moment entre le 7e et le 10e tour, si j'ai bien compris. Donc ça aussi, c'est relativement intéressant, ça va être cette facette un petit peu inconnue, qui rappelle un petit peu Anachronie également, puisque Anachronie aussi, vous avez donc l'issue de la partie, enfin l'événement fatal de la météorite qui s'effondre sur la Terre. Vous savez quoi qu'il arrive que ça va arriver, vous ne savez juste pas dans quelle configuration exactement ça va se produire. Et c'est dans ce sens-là que ça se rapproche un petit peu, je trouve, d'Anachronie. Mais au-delà de ça, le gameplay est complètement différent et la direction artistique est, encore une fois, pas folle. Pour ce qui est du niveau de pledge, alors c'est ici que ça se passe apparemment. On a un pledge à 10$ pour The Oracle of Glass and Stone, qui est un deck de 30 cartes, mais j'ai l'impression que c'est pas le jeu entier. Donc bon, une version pour 30 cartes, ok, pourquoi pas. Le jeu de base, véritablement, il est à 59$ pour avoir donc New Avernus The Game, donc le jeu dans son entièreté. Et puis vous avez aussi l'opportunité de mettre 69$ pour avoir les deux, donc New Avernus plus The Oracle of Glass and Stone. Est-ce que c'est un jeu à part entière ou est-ce que c'est une sorte de micro-extension? Là-dessus, j'ai pas fouillé suffisamment pour vous le dire. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je suis pas très attiré par la direction artistique, mais le gameplay est peut-être très bon après tout. Le jeu devrait être livré en mars, et pour avoir des estimations de frais de port, il faut cliquer ici pour avoir apparemment un Excel. C'est bien ça, donc avec les potentiels frais de port qui ont l'air d'être assez élevés. Canada 35, 69 ou 151, bon ça c'est en fonction du nombre de copies que vous commandez aussi, hein, donc attention, une copie, quand même 35$ de frais de port, c'est assez chéro. Pour l'Union Européenne, bah ma foi, je sais pas. Il y a bien l'Allemagne ici, mais le reste est absent. Donc est-ce que c'est le même prix? Je ne sais pas. Pour le Japon, 13, 21, ok, ça c'est plutôt abordable de ce point de vue-là. Mais où est passé le reste de l'Europe par contre? Ça c'est assez bizarre, mais bon, quoi qu'il en soit. Pour la TVA, attention, ce sera chargé apparemment dans le Pledge Manager. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et c'est tout donc pour New Avernus. 483 backers mine de rien, c'est quand même plutôt un beau succès. 26 000 € d'engrangés, donc le jeu est financé. Il reste 27 jours avant la fin de la campagne. On continue avec la campagne 3 Games with Hellboard qui est en train de se prendre une patate de forain au niveau de la jugulaire. Ça se passe très mal et pourtant la proposition est pas inintéressante. C'est un petit projet qui nous vient de Corée, de Séoul plus précisément, de Gameology. Gameology qui a déjà un projet créé précédemment sur Kickstarter. Il s'agissait de 3 Boards with Platies Games Rack. Ok. Qui avait fait 183 contributeurs. C'était un petit succès, mais au moins ça avait financé. Là, cette nouvelle campagne, pour l'instant, 19 contributeurs, même pas 1000 € d'engrangés après 2, 3, 4 jours de campagne, c'est pas la joie hein, pour l'instant. Et pourtant, la proposition est pas inintéressante, puisque vous avez 3 jeux. Alors bon, c'est vrai qu'au-delà de Board Game Tables, qui fait toujours des énormes succès malgré 3 jeux en une seule campagne, les autres éditeurs en général, quand ils proposent plusieurs jeux en une seule campagne, c'est généralement plus casse-gueule qu'autre chose. Peut-être que ça s'explique en partie comme ça pour cette nouvelle campagne de Gameology, mais au demeurant, les jeux sont pas inintéressants dans leur format, dans leur proposition, puisque ce sont des petits jeux très facilement portables, dont la boîte constitue aussi une partie des éléments du jeu en fait, en règle générale. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. C'est pas les seuls qui proposent ça, mais quand même. Et en plus de ça, les 3 jeux ont des thématiques, vous voyez, très très différentes. On a Moonleap sur la Lune, on a Tasso Banana, et puis on a Stereo Mind. Donc je vais pas parler plus longtemps que ça des 3 jeux, parce que ça prendrait plus de temps que nécessaire, parce qu'il y a 3 jeux en une seule campagne. Mais vous le voyez, une seule boîte, vous dépliez la boîte elle-même, avec donc un aspect aimanté j'imagine, et vous pouvez jouer avec et sur la boîte, et ensuite ranger le tout dans la boîte une fois replié. Donc c'est quand même super intéressant en termes d'ergonomie. Après, est-ce que le jeu est bon? Est-ce que les jeux sont bons, devrais-je plutôt dire?
c'est un autre sujet, j'ai pas testé, je ne saurais pas vous le dire. Sachez tout de même que Moonleap est un jeu pour 8 ans et plus, donc très familial, pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Ensuite, vous avez Tasso Banana, qui est pareil pour 8 ans et plus, 2 à 6 joueurs, 15 minutes la partie, avec des bananes en bois assez joliment réalisées, c'est mignon. Et puis enfin Stereo Mind, qui est assez intéressant celui-ci, pour 8 ans et plus là encore, donc toujours des jeux très familiaux, pour 2 à 5 joueurs et 15 minutes la partie. Avec apparemment une application que vous pourrez utiliser, certainement pour, j'imagine, jouer de la musique ou divers sons, j'imagine. Les rewards, donc les new pledge, 38$ pour avoir un early bird. Alors jusqu'à quand est-ce que l'early bird est disponible? C'est un nombre apparemment. Oui, ça c'est un nombre de bacs disponibles. Et comme il y a très peu de contributeurs pour l'instant, vous pouvez encore en être. Il y a 16 contributeurs sur 250 disponibles, donc vous avez la place. Hein. Mais bon, au final, c'est que 2$ de différence, donc c'est pas énorme. Donc 38 en early bird, 40 en single pack pour avoir les 3 jeux. Sinon après c'est un pledge groupé pour avoir 3 copies de 3 jeux. Ensuite pour les frais de port, shipping, et ben pour l'instant le shipping, il n'y a pas d'infos, si ce n'est que la TVA sera ajoutée apparemment par la suite en fonction de la zone où vous habitez, mais on n'a aucune information concernant les frais de port, et ça c'est aussi une belle façon de se tirer une balle dans le pied quand on commence une campagne. Parce que du coup, les backers ne savent pas si vous allez leur proposer des frais de port à 10-15€ ou des frais de port à 50€. Et du coup, ça change tout, bien évidemment. Donc voilà pour la nouvelle campagne de Gameology avec, du coup, c'était Moonleap, Tasso Banana et Stereo Mind, qui au demeurant n'ont pas l'air inintéressants, mais quand même, pas mal de problèmes dans cette campagne, à commencer par les frais de port, et peut-être aussi la présentation de manière générale de la campagne, ainsi que le manque de communication au préalable. 19 contributeurs, ça pique un petit peu aussi, moins de 1000€ d'engrangés, donc en l'état ça financera pas. On continue sur un autre jeu qui lui aussi se prend une tarte, hein, pour être tout à fait honnête, un petit peu mieux quand même, 40 contributeurs. C'est un petit projet qui nous vient de Singapour, qui s'intitule Heists in Hyperspace, un peu difficile à prononcer avec tous ces H et tous ces S. 40 contributeurs, 2188€ d'engrangés sur 5700 nécessaires, pour atteindre le seuil de financement tout du moins, parce que pas sûr qu'ils rentrent dans leurs frais à cette somme d'argent-là, quand même, 5700 c'est pas énorme. 26 jours avant la fin de la campagne, c'est loin d'être garanti que le projet finance, mais ça reste faisable, et pourtant, vous le voyez, direction artistique plutôt pas mal, c'est pas vilain du tout, c'est même plutôt mignon. Après, c'est un jeu d'exploration qui se base exclusivement sur des cartes. C'est pour 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs la partie, de 60 minutes. Voilà, essentiellement des cartes, quelques pions par-ci par-là, mais bon, le tout est relativement joliment présenté, c'est plutôt satisfaisant en termes de direction artistique, même si c'est pas ma cam, ça fait un peu trop cartoon, mais c'est plutôt joli, et au-delà de ça, bon, le jeu a l'air d'avoir un gameplay relativement classique, mais pas inintéressant au demeurant. Pour ce qui est des éditions, on a ici la Standard Edition, donc le jeu de base. Ensuite, on a aussi une Elite Edition qui vient s'accompagner d'un plateau supplémentaire apparemment, donc pour l'exploration, j'imagine, qui va accueillir les cartes d'exploration peut-être, ainsi qu'une boîte avec un aspect magnétique pour ouvrir la boîte de manière plus classe, on va dire, j'allais dire plus facilement, mais pas forcément d'ailleurs. Les commentaires sont plutôt très bons, comme toujours, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Mais pourtant, pour l'instant, on a quand même très peu de backers. Alors en même temps, petit projet de Singapour, peut-être qu'ils ont un petit peu plus de mal avec la communication. Il s'agit de Time Loop Games, dont c'est le premier projet aussi. C'est peut-être une raison supplémentaire. Mais quand même, ça commence pas très fort pour eux. Voilà, ensuite on va essayer de passer pour voir les prix également, les rewards. Voilà, c'est ici que ça se passe. 30$ américains, donc ignorer la somme de gauche, c'est le dollar de Singapour, ça. Donc 30$ américains pour Vault Investigator, donc le jeu de base, en Early Bird. Ensuite, Captain pour 34$, c'est une fois que le Early Bird est terminé. Là encore, le Early Bird, est-ce que c'est une question de jour ou est-ce que c'est une question de nombre de bacs? C'est une question de nombre de bacs, et il en reste 5. Donc Captain pour 34, ensuite pour la Speedy Spacefarer, donc la version Deluxe avec la boîte un peu différente et puis le plateau supplémentaire, limité à 50 backers uniquement en Early Bird, comme la version de base d'ailleurs, pour 41$, puis 44$ lorsque le Early Bird sera terminé. Ensuite, les frais de port rapidement, c'est pas très clair. Il n'y a pas de zone, est-ce que c'est juste international, donc c'est partout? J'ai l'impression que c'est le cas.
Et du coup, si c'est le cas, ça va peut-être osciller entre 16 et 24 dollars de frais de port en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir, mais ça me semble très très peu, puisque ça va être, comment dirais-je, aplani sur l'ensemble de la planète sur la même somme. Donc je sais pas, à voir. Quoi qu'il en soit, pas un énorme succès non plus pour Heights in Hyperspace. Pour l'instant, carte de contributeur, c'est loin de financer et je pense qu'on n'est pas très bien parti. Attention, pour celui-ci, le degré de mignonneté, oui, je me permets le néologisme, est particulièrement élevé. Il s'agit de Familiars and Foes, qui nous vient de Cleveland, et plus précisément du duo de créateurs Horrible Adorables, dont c'est le premier projet sur Kickstarter. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, sans être époustouflant. 186 contributeurs, 20 000 euros d'engrangés sur 30 000 nécessaires. C'est pas un début de campagne extraordinaire, mais ça devrait pouvoir atteindre son objectif d'ici les 26 jours qui nous séparent de la fin de la campagne. C'est un petit jeu dans un univers occulte, certes, mais avec des personnages tellement mignons qu'on en oublie le côté occulte. C'est pour 1 à 5 joueurs, donc jouable en solo, pour 10 ans et plus, pour des parties de 20 à 90 minutes. La fourchette est particulièrement large. Et quoi qu'il en soit, donc c'est un jeu de collaboration, de coopération, dans lequel on va essayer de sauver je ne sais plus qui. C'est le Good Coven of Jorali qui a été kidnappé par une horde de méchants, on va dire. Et donc vous, avec vos familiars, donc ces petits démons tout mignons, vous allez tâcher de les sauver en combattant les forces du mal, mais avec vous-même des sorts maléfiques, des sorts de magie noire. Donc on prenait ça aussi en considération, vous n'êtes pas non plus tout blanc, hein, voilà. C'est aussi intéressant dans le sens où chacun des personnages ici présents, les 5 personnages que vous voyez, aura ses propres compétences, ses propres sorts et autres incantations. Donc il y a un petit peu d'asymétrie là aussi, et ça le rend relativement intéressant. Même si, pour être tout à fait honnête, les plateaux individuels ont l'air d'être vraiment pas hyper lisibles, on va dire. Hein, je sais pas si c'est parce que ici on est un peu trop loin en termes de distance des plateaux et qu'une fois qu'ils seront devant nous ce sera plus lisible, mais en l'état ça a l'air d'être écrit particulièrement petit. Donc bon, attention aux yeux. Pareil pour le texte sur les cartes, ça a l'air d'être vraiment orienté pour les personnes qui ont des très très bons yeux, ce qui est mon cas, mais quand même, faut pas déconner. Pour ce qui est ensuite des niveaux de pledge, rapidement, on passe, hein, parce que le reste, bon, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble, je vous ai dit un petit peu ce qu'il en était en termes de gameplay, de ce que ça pouvait proposer, vous avez ici un petit peu aussi le descriptif de ce que ça peut avoir comme matériel avec le plateau central, les cartes, les personnages, etc. Ensuite, continuons, il y a des petites miniatures également, attention, ça c'est pour la boîte Deluxe, on aura des miniatures pour chacun des personnages en présence, avec une couleur par personnage, bien évidemment. Et donc, on va passer cette fois-ci aux rewards, donc au niveau de pledge. Le premier est à 49 $ pour le jeu de base, ensuite 98 pour 2 copies du jeu de base, et ensuite on en arrive à la version Deluxe. Par contre attention, ici bon, le prix du Deluxe pour un jeu qui au final est quand même relativement léger, relativement même familial pourrait-on aller jusqu'à dire, le prix du pledge de Deluxe équivaut plus ou moins au PIB du Tadjikistan. 150 $ pour avoir donc le jeu de base plus les 5 figurines en miniature, et ça fait une différence de 100 $. Pardon? Dans ma tête j'ai eu le mème de Checky Cario qui faisait combien dans la Cité de la Peur. Je sais pas si vous l'avez eu aussi. J'espère que c'est pas le seul ajout, parce qu'en l'état si c'est le cas c'est quand même un peu pété. Là aussi j'ai un autre mème d'une chaîne de télévision africaine d'ailleurs, mais bon, on va pas se refaire tous les mèmes non plus. Hein. Ensuite on a aussi le Super Familiar Friends à 399 $, et cette fois-ci il s'accompagne de petites sculptures. Alors là pour le coup c'est vrai que c'est à un niveau un peu plus conséquent, donc à la limite je peux concevoir que le prix soit un peu pété, parce que c'est certainement en quantité très très limitée également. Mais le pledge Deluxe, je suis pas convaincu par là. Ensuite passons au frais de port, mais d'abord petit coin petit détour sur les miniatures qui c'est vrai sont quand même très très bien réalisées avec ces petits aspects paillettes dessus, c'est plutôt très joli. Donc ouais, pas mal. Mais quand même, je valide pas le prix, malgré tout. Alors, donc je disais, les frais de port, on y arrive progressivement. La campagne est longue, trop longue, beaucoup trop longue, mais on va y arriver, vous inquiétez pas, hein, c'est pas... On va y arriver, voilà, c'est ici. Voilà, j'avais plus de quoi parler. Hein. Donc pour le Canada, 21, 22, 25, 26 en fonction du pledge que vous allez choisir. Donc
Bon, c'est vrai que entre le pledge de base et le pledge deluxe, il y a tellement peu de différence que c'est vrai, ça vous encourage presque à aller chercher le deluxe, mais ceci dit, le pledge de base, enfin le pledge de deluxe est tellement cher que pas forcément très intéressant au final. Ensuite, pour l'Europe, 35, 45, 59, 40, c'est pas très amical pour les Européens tout ça. Et pour l'Asie, eh ben l'Asie est simplement bannie par ce jeu, j'ai l'impression. Hein. La Chine, non, le Japon, non, nous n'existons pas. C'est bien dommage, mais bon, quel qu'il en soit, j'aurais certainement pas été backé ce jeu, mais bon, c'est quand même dommage. Et voilà donc pour Familiars and Foes, pour l'instant 190 contributeurs environ, 26 jours avant à la fin de la campagne, je bafouille en voulant parler trop vite, et ça devrait quand même pouvoir financer d'ici les 26 derniers jours qui nous séparent de la fin de la campagne, mais à suivre quand même parce que je suis un peu... Je trouve le prix de la Deluxe un petit peu suspect malgré tout. Mais bon, au final, c'est très mignon, ça reste relativement familial, c'est un petit peu asymétrique, ça peut être assez fun en collaboration. À voir, je serais curieux de voir vos retours. Familiar and Foes. Alors celui-ci, j'ai eu peur 2 minutes. J'ai eu peur que ce soit un jeu 9-11, et en fait non. C'est 911, c'est le numéro d'urgence aux États-Unis. Tout va bien. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez incarner le service des urgences américain, vous allez être appelé pour être dispatché sur différents lieux d'incendie ou autres incidents en tout genre, vous allez donc dispatcher différentes unités pour aller secourir les citoyens, pour aller simplement résoudre leurs problèmes le plus efficacement possible, sauver un maximum de personnes dans un jeu de semi-coop. Oui, c'est pas un jeu coop, c'est semi-coop. Par les créateurs de 911 and 112 Operator. Donc ils nous reviennent avec 911 Operator cette fois-ci. Donc ils se sont un peu spécialisés dans ce genre de jeu, j'ai l'impression. Pour l'instant, 582 contributeurs, 21 000 euros d'engrangés sur 30 000 nécessaires, 27 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 1 à 4 joueurs, donc c'est jouable en solo. Pour 13 ans et plus, pour des parties de 45 à 90 minutes. Pour le reste, je pense que vous aurez à peu près compris de quoi il s'agit, hein, semi-coopération, donc on va dispatcher nos unités un peu partout pour sauver un maximum de monde, et j'imagine que celui qui a fait le mieux son job va l'emporter. Bon, c'est relativement straightforward, comme disent nos amis américains, donc assez facile à comprendre, assez simple, assez clair, voilà. Sachant aussi que, on vous le souligne ici, vous allez jouer sur des vrais lieux en fait, parce que j'ai l'impression, hein, vous me direz si je me trompe, que c'est peut-être bien New York qu'on peut voir ici. À voir, c'est peut-être pas le cas, hein, je me trompe peut-être. Vous aurez aussi un mode solo, mais bon, ça on passe assez rapidement. C'est pas un jeu qui m'intrigue outre mesure, c'est pas un jeu qui en plus sera disponible en français, j'allais dire, mais si, carrément. J'étais passé complètement à côté, mais si, il y aura apparemment une version française du livret de règles, mais pas du matériel, attention. Le matériel, lui, sera uniquement en anglais, vraisemblablement, mais en même temps, vous le voyez, c'est essentiellement de l'iconographie. Il y a un petit peu de vocabulaire par-ci, par-là, sur les cartes, par exemple, ici, mais ça n'a pas l'air d'être très complexe malgré tout, et avec un bon livret de règles, si c'est bien traduit, ça devrait pouvoir être jouable malgré tout. Et c'est le premier jeu de la semaine, je crois, qui a une version francophone. Donc, alors que je m'apprêtais à dire que c'était pas le cas, finalement... j'aurais dû tourner ma langue dans ma bouche avant de parler, et surtout j'aurais dû mieux consulter la campagne avant d'en parler. Quoi qu'il en soit, pour le matériel, c'est relativement classique, les illustrations sont pas dégueulasses, certes. Après, à voir si la thématique vous intéresse, et j'aime bien l'aspect semi-coopératif, donc on bosse tous dans le même sens, dans la même unité de sauvetage, certes, mais celui qui fera le mieux son job sera récompensé par la victoire finale. On a un pledge de base à 29 €, ce qui est quand même très peu cher. À souligner donc, alors certes, le matériel n'est pas extraordinaire, mais quand même, on a quand même très peu de jeux à 29 €, même si c'est ici en Early Bird, certes, pour les 500 premiers backers, ce qui explique peut-être aussi le début de campagne relativement bon, hein, quand même 583 contributeurs pour un petit éditeur, donc il y a 8 projets, certes, dans sa besace, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des grosses campagnes. On a fait du maximum à 1000, je crois, ou à 1500 pour Rustler, c'est vrai, mais pour le reste, quoi, une 600, 900, etc. D'ailleurs, j'étais pas encore abonné. Donc, bon, un bon début de campagne grâce au Early Bird, j'imagine, mais quand même, malgré le Early Bird, même si on prend le jeu après la fin du Early Bird, on est quand même sur un jeu qui coûte pas très cher, hein, 39 € pour le jeu de base. Ensuite, vous avez aussi une version bien plus conséquente à 139 €, mais celui-ci s'accompagne, au-delà du jeu de base, de jeux en version Steam, donc en version PC, puisque c'est un jeu qui est aussi disponible en version PC, semble-t-il.
mais également une version Steam de 112 Operator, donc sur PC également, et également sur PC de Infection Free Zone apparemment. Donc quand même ça justifie aussi le prix bien plus conséquent parce qu'on a quand même 3 clés de jeux vidéo en dispo aussi. Ensuite en add-on on peut prendre également des petits ajouts de matériel comme ici une carte de la cité de New York j'imagine encore une fois, imprimée en PDF, mais par contre ça coûte un bras là encore. Là je suis pas sûr de très bien comprendre, 129 dollars pour aller avoir un fichier PDF à imprimer soi-même. Là je suis paumé, j'avoue je suis paumé, j'ai pas envie de chercher plus longtemps parce qu'il est déjà tard, il est 23h au moment où j'enregistre, donc je passe. On passe directement aux frais de port pour ne pas perdre plus de temps, 15 à 25 dollars ou 15 à 25 euros si vous êtes en Europe, 15 à 30 euros ou 15 à 30 dollars pour le Canada, et pour le reste du monde ça va osciller entre 30 et 70 euros de frais de port en fonction du pays où vous habitez j'imagine. Et ma foi, c'est à peu près tout pour 911 Operator, un jeu avec une thématique assez peu traitée, c'est vrai, semi-coopératif, donc toujours un petit peu intéressant, qui devrait pouvoir financer, même si le Early Bird est certainement terminé, donc peut-être qu'on va connaître un gros coup de frein sur les bacs aussi, à voir. Le hasard fait bien les choses, j'arrive sur un escape game dans un univers de Lovecraft et 666 contributeurs. J'aurais pas pu mieux tomber. Ah, Lovecraft me fait perdre mes mots. Je n'aurais pas pu mieux tomber. Ça nous vient de Key Enigma que vous connaissez peut-être. On les avait vus assez récemment dans le menu crowdfunding pour un précédent projet intitulé Escape Game Kalinasu qui avait fait 1272 contributeurs à l'époque. Donc c'était plutôt un joli succès. C'était il y a 6-7 mois si je me souviens bien. Et donc ils nous reviennent avec Circus of Modriac, encore un escape game, avec donc pour l'instant 666 contributeurs à 33 jours de la fin de la campagne. C'est encore une fois comme pour Kalinasu disponible en français, puisque c'est un projet qui nous vient d'Espagne, de Barcelone plus précisément, de Key Enigma donc. C'est un jeu en coopération pour 1 à 6 joueurs, pour 4 heures et plus de parties. Pour 14 ans et plus. Mais bon, après, c'est un escape game, donc une partie, et après, vous êtes bon pour le revendre éventuellement, à moins qu'il y ait destruction de matériel, ouverture d'enveloppe, ou que sais-je encore. Mais bon, ça peut être malgré tout une expérience très sympa, comme souvent les escape games. Après, pour le reste, je vous laisse découvrir un petit peu par vous-même, puisque, bon, un escape game, c'est un escape game, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en plus, si ce n'est que, comme pour Kalinasu, il y a l'air d'avoir des mécanismes et des énigmes particulièrement originales, pour un escape game portable comme ça. Donc vraiment, ça a l'air sympa, et en plus, pour les amateurs de Lovecraft, ça peut être aussi intéressant. Pour ce qui est des prix, d'abord, pour le niveau de pledge, 49 € pour Circus of Modriac, pour le jeu de base, en Early Bird. Ensuite, on a le pledge à 89 € pour avoir une extension, apparemment, Extension Pack. Ensuite, le jeu, 71 € contre 49 en Early Bird. Donc là, c'est un Early Bird de la mort qui tue, parce que ça fait quand même une réduction assez conséquente de 22 €. Donc le Early Bird est quand même particulièrement salé. Donc prenez-y vous assez rapidement, parce que si le Early Bird est déjà fini, il reste 49 heures quand j'enregistre, donc il restera pas beaucoup de temps, peut-être 3-4 heures quand vous verrez, parce que là j'enregistre vendredi soir, et certainement les gros projets de la semaine samedi après-midi. Donc il vous restera le dimanche soir, certainement 3, 4, 5 heures maximum avant de voir le Early Bird disparaître. Donc si vous êtes intéressé par le jeu, allez-y assez rapidement, parce que sinon c'est 22 € de plus, donc ça pique assez méchamment. Ensuite on a un bundle 199 € pour avoir justement les précédents jeux d'escape game, donc Kalinasu, Calling Card, Whiscape, etc. Donc leurs précédentes œuvres dans un même... un même mécanisme principal de escape game, on va dire. Ensuite, passons aux frais de port, c'est ici que ça se passe. Europe, 9 € pour la plupart des pays, et 12 € pour certains pays un peu plus reculés peut-être. Ensuite, les amis canadiens, 22 $ canadiens, donc ça doit faire une quinzaine de dollars américains, j'imagine, un petit peu plus peut-être. Et pour le reste du monde, donc Japon compris, 35 €. Donc un peu cher quand même pour nous. Et voilà pour Circus of Modriac, le nouveau projet de Key Enigma, spécialiste des jeux d'escape game.
666 contributeurs à 33 jours de la fin de la campagne et 50 000 € approximativement d'engrangés pour l'instant. On continue sur un petit jeu que je viens de trouver il y a 5 minutes avant de commencer le tournage en tout cas. Il s'agit de Kitsunedo, auquel il reste 34 jours de campagne, donc vous avez largement le temps de vous y intéresser encore. Contrairement à ce que le nom semble indiquer, ce n'est pas un projet japonais, même si c'est japonisant. Ça nous vient de Melbourne en Australie, de la team Ukiyo, qui est un style, un style artistique plutôt graphique japonais du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Et donc Kitsunedo vous propose de jouer dans un univers un petit peu à la Ghibli, sans être du Ghibli. Ah, attention, oui, beaucoup de Français prononcent Ghibli parce que c'est GH, mais c'est à cause des Japonais qui ont mis un H là où il n'y est pas censé être en fait. Ça se prononce Ghibli en japonais. Donc voilà, vous le saurez, petit fun fact pour vous. Et donc on nous place dans un univers un petit peu inspiré par les œuvres du studio Ghibli, donc c'est vrai que visuellement ça présente plutôt bien, c'est plutôt très joli. Et au final, c'est un Battle Royale, donc pas du tout dans l'univers de Ghibli pour le coup. Un Battle Royale, c'est vraiment pas dans la philosophie de Ghibli, mais bon, pourquoi pas. Au moins, les illustrations sont très jolies. C'est pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 15 à 35 minutes, avec différents personnages asymétriques, qui auront chacun leur spécificité, le tout avec des très belles illustrations. Ça, on peut pas leur enlever très clairement. Ils se sont mis en scène de manière assez fun d'ailleurs. Bon, ils ont bien joué leur jeu. C'est assez fun, ça donne envie de jouer, ça donne envie de tester à minima. Mais bon, au final, c'est pas à ma cam, vraiment, hein. Les Battle Royale en général, j'ai toujours un petit peu de mal. Je sais que certains Battle Royale permettent de contourner ce problème, mais le problème principal que j'y vois en général, c'est qu'une fois que vous êtes éliminé, vous vous faites chier. Voilà. C'est peut-être pas le cas, peut-être qu'ils ont un mécanisme particulier qui évite justement aux joueurs éliminés de se faire chier. Mais je ne suis pas sûr pour le coup. J'ai pas fouillé suffisamment parce que comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé la campagne 5-6 minutes avant le début de l'enregistrement de la vidéo. Donc on en reparlera de toute façon brièvement lors du suivi du menu crowdfunding d'ici 3-4 semaines je pense, lorsque le jeu entrera dans sa dernière semaine de campagne. Et pour le reste, malheureusement aussi, c'est pas très clair en termes de niveau de pledge, parce que vous le voyez, il n'y a absolument aucune indication du prix ici, donc il faut aller se référer à la partie droite de la campagne. Pour avoir un pledge de base à... ça doit être ça. Rising Star Tier, j'imagine. Beautiful Base Set of Kitsunedo. Au-dessus... Ah si, il y a aussi. Là, c'est le Print and Play. Print and Play pour 4 €. Okay. Ensuite, on peut prendre la version de base Shower of Stars pour 27 €. Ensuite, 27 € également pour Rising Star Tier, donc il doit avoir certainement une petite variante qui le différencie du pledge d'avant, mais pour le même prix. 40 € pour le Felon Assassin Tier, donc pour avoir une carte exclusive qui s'appelle le Nickel of the Veil, ok, le chat voilé, traduction japonais-anglais, bref. 80 $ américains, donc, australiens, donc 53 € pour Ever Smoldering Flame Tier. Ok, donc il y a trop de niveaux de pledge. Ouais, il y a trop de niveaux de pledge. Il n'y a pas le tableau récapitulatif des frais de port en fin de campagne. Donc campagne vraiment mal foutue, mal organisée. Pourtant, et certainement parce que le jeu au demeurant a l'air sympa et très bien illustré, ils ont quand même 206 contributeurs, mais c'est quand même une campagne un peu mal branlée, vous me passerez le terme. 206 contributeurs, 34 jours avant la fin de la campagne, 10 000 € d'engrangés pour l'instant sur 13 000 nécessaires. Ça va financer, mais quand même, c'est pas terriblement bien présenté pour un jeu qui, au demeurant, a l'air d'avoir un certain potentiel. Et on termine les petits projets de la semaine, les mentions honorables, devrais-je plutôt dire, de cette semaine, par Roll Time, le jeu d'aventure du côté de chez Ulule. Donc, premier et seul projet Ulule de la semaine, enfin peut-être pas le seul, mais le seul qui a attiré mon regard, devrais-je plutôt dire. C'est une épopée narrative dans la plaine des bourdonnements. C'est apparemment pour... Attendez, j'attends que ça revienne. Voilà, pour 10 ans et plus, 60 minutes la partie, pour 3 à 7 joueurs. Pour l'instant, on est à 82% du seuil de financement, avec 68 contributeurs, 37 jours avant la fin de la campagne, donc vous avez largement le temps de vous intéresser au jeu. Et qui plus est, c'est sur Ulule, donc tout est évidemment disponible en français, donc vous avez largement le temps et la possibilité de vous pencher sur le sujet. En tout cas, visuellement, c'est plutôt joliment illustré. Et en plus de ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en voyant les insectes sur la boîte de jeu, etc., c'est un jeu d'aventure avec une narration aussi qui n'est pas dénuée d'intérêt visiblement. Donc ça présente plutôt pas mal.
avec des parties donc de 60 à 90 minutes pour 3 à 7 joueurs, un jeu d'aventure ou jeu de rôle qui est une fiction collective où les joueurs-joueuses sont à la fois conteurs et acteurs. Votre objectif est de dérouler le scénario et de vivre une aventure épique et collaborative. Ouais, en gros, c'est un jeu de rôle, quoi. Là-dessus, rien de très nouveau. Mais voilà, c'est dans un univers assez original, avec des insectes pas anthropomorphiques, mais qui pourraient s'apparenter à des insectes ayant une certaine capacité cognitive plus conséquente qu'on ne veut bien leur prêter en règle générale, disons. Je me perds un petit peu dans les mots. Quoi qu'il en soit, je vous laisse découvrir le projet par vous-même sur Ulule. Je vous mettrai comme d'habitude dans la description le lien vers toutes les campagnes pour que vous puissiez vous reporter, les retrouver facilement sur Kickstarter, sur GameFound et compagnie. Donc narratif, immersif, coopératif, instructif. Le jeu a l'air d'avoir pas mal de choses pour lui et en plus de ça, la direction artistique est plutôt soignée. Donc à vous de voir si vous êtes intéressé par un petit jeu de rôle dans l'univers des insectes pour 18€, 40€, 50€, 80€, 100€, 150€, là encore beaucoup trop de pledge. C'est ce que je reproche souvent au projet de Ulule. Ça arrive parfois sur Kickstarter, on vient de le voir avec le projet précédent, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de projets sur Ulule qui ont trop de niveaux de pledge. Alors, 2-3 niveaux de pledge, je comprends. Quand on commence à m'en sortir 4, 5, 6, ça commence juste à me saouler au bout d'un moment. Mais c'est aussi peut-être à cause du menu crowdfunding. À voir. Donc, je vous laisse découvrir par vous-même parce que c'est en français. Pour Roll Time, le jeu d'aventure, c'est presque financé. Ça devrait pouvoir se faire d'ici la fin de la campagne. Dans 37 jours, on a encore largement le temps. Et c'est tout pour les mentions honorables de la semaine, ce qui nous laisse donc 3 projets à voir. Vous les verrez dans quelques secondes, vous, mais moi, je les enregistrerai demain après le boulot. A tout de suite, à demain plutôt. Bon, eh bien, on se retrouve approximativement 24 heures plus tard pour les gros projets de la semaine, d'où le changement de chemise là aussi, pour commencer par Frozen Frontier, le premier des 3 projets, les 3 gros projets de la semaine, devrais-je plutôt dire. C'est un jeu qui nous vient de Cosmodrome Games, que vous connaissez certainement, qui ont fait assez peu de projets sur Kickstarter, certes, mais des projets relativement remarqués, en tout cas pour l'un d'entre eux que vous connaissez peut-être au moins de nom, à savoir Smartphone Inc., qui avait fait quand même 3548 heures, à une époque où les résultats de Kickstarter étaient quand même pas aussi conséquents que ça. C'est pas si vieux non plus pour être tout à fait honnête, bien sûr, mais si on va voir un petit peu, c'est quand même 2019, donc ça remonte à 3 ans. Bon, il y avait quand même déjà des beaux résultats, soyons honnêtes, mais quand même, c'était un joli résultat pour un éditeur qui n'était pas vraiment très renommé à l'époque, donc quand même à signaler. Il y avait aussi Pandorum qui avait fait un résultat bien moins conséquent, bien plus anecdotique. Et il force de constater que pour l'instant, Frozen Frontier, leur nouveau projet, s'oriente plutôt vers un résultat à la Pandorum qu'à la Smartphone Inc. Puisque pour l'instant, vous le voyez, 284 contributeurs, 30 000 € d'engrangés sur 41 000 nécessaires à 17 jours de la fin de la campagne. Il n'y a pas à tortiller du popotin pour poser une pêche dans une boîte de Monopoly. C'est pas génial, pour être tout à fait honnête. Et pourtant, le jeu a l'air d'avoir un certain potentiel, une certaine profondeur qui me semble être suffisamment présente pour justifier un succès assez conséquent sur Kickstarter, d'autant que le jeu a été présenté, entre guillemets, a été dévoilé, pas en totalité bien évidemment, il y a déjà 7, 8, 9, 10 mois peut-être, on en entendait parler déjà un petit peu, je crois, en 2021, et pourtant, il n'y avait pas une attente aussi conséquente que ce qu'on aurait pu imaginer pour un jeu dont l'éditeur avait fait quand même un succès assez imposant la précédente fois. Donc bon, je suis un peu circonspect. On va explorer un petit peu de ça ensemble. Donc il s'agit d'un jeu un petit peu dans un univers, disons, où la Terre se porte très très mal. C'est pas le seul jeu qu'il propose. Et où vous allez partir grâce à un trou de verre dans un système planétaire lointain, un système solaire lointain pour aller bien coloniser et terraformer une planète qui n'est pas Mars pour le coup, mais qui est Janus, une planète, je ne sais pas si d'ailleurs elle est censée exister ou non, mais quoi qu'il en soit, vous allez chercher donc à vous installer sur Janus, à développer des réseaux de ressources, à développer aussi vos bâtiments en installant des bâtiments peuplés par des intelligences artificielles pour vous aider à explorer les ressources, à les utiliser à bon escient, dirons-nous, et puis à coloniser un maximum en envoyant vos propres joueurs, vos propres personnages sur les cartes en question. Alors, pour revenir un petit peu sur les statistiques habituelles du jeu, sachez que vous pourrez y jouer en solo, mais également jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu stratégique pour des gens de 14 ans et plus, théoriquement. J'imagine qu'on peut jouer un tout petit peu plus tôt, certes, mais bon, en gros, c'est un jeu qui se veut être, disons, medium heavy, mais un peu limite expert, on va dire, qui, bon, pour le coup, ça, pour la majorité d'entre nous, même si c'est très bien,
on s'en fout pour la majorité d'entre nous, c'est lisible y compris pour les gens qui seraient, j'ai pas dit le mot en français, ça y est, daltoniens, voilà j'ai retrouvé le mot. Pour les gens qui seraient daltoniens, ça reste lisible malgré tout, je pense que ça ne concerne pas la majorité mais c'est bon à souligner quand même, et les parties durent 120 à 180 minutes, vraiment. Donc en gros 2 à 3 heures, donc c'est relativement long. Le jeu n'est pas a priori disponible en version francophone, donc malheureusement ça aussi c'est quand même un petit peu dommage pour ceux qui regardent la chaîne, à mon avis. Hein. Je pense que la grande majorité d'entre vous n'a pas spécialement envie de prendre un jeu en anglais, même si je pense qu'une majorité pourrait en réalité se débrouiller sur pas mal de jeux. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit, déjà un peu ce que ça peut avoir comme présence sur table. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons qui peuvent expliquer en partie le manque de succès du jeu. C'est vrai que même si les composants, vous allez le voir un peu plus bas quand c'est présenté plus en détail, plus zoomé on va dire, le matériel est plutôt bien foutu, mais c'est vrai que quand on voit ça sur une table, ça présente pas si bien que ça. C'est pas si joli que ça, c'est un petit peu froid. Et ça manque un petit peu de personnalité. Peut-être que c'est un truc qui est un peu repoussoir pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, vous aurez donc les différentes zones de la planète que vous pourrez aller essayer de coloniser. Vous aurez aussi tout un paquet de cartes, les plateaux individuels avec des petites miniatures aussi, qui certes auraient pu à mon avis être remplacés par des tokens en bois ou même en carton d'ailleurs. Bon, il y a ce petit aspect de deluxification, mais on en reparlera peut-être aujourd'hui ou un autre jour. La deluxification est peut-être pas forcément quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'intérêt en fonction des jeux. Il y en a certains pour lesquels ça peut changer, pas du tout au tout, mais ça peut changer assez grandement ma perception d'un jeu, mon attrait vis-à-vis d'un jeu, mon attirance plutôt vis-à-vis d'un jeu. Mais pour certains, c'est presque le contraire. Je me dis, bon là, vraiment, c'était pas nécessaire. Et pour le coup, je trouve que là, avec le matériel assez froid, assez classique, que l'on peut y voir, les miniatures, je trouve ça pas spécialement très intéressant. Je me serais satisfait plutôt de petits meeples en bois avec du screen print. Il y en a d'ailleurs, on verra. Mais les petites miniatures, pour le coup, moi, bof. Quoi qu'il en soit, le jeu a l'air d'être suffisamment intéressant quand même pour être élu parmi les projets, les gros projets de la semaine par les spectateurs de la chaîne. Et je le comprends parce qu'effectivement, quand on s'aventure un petit peu sur la page de la campagne, on voit que le jeu a vraisemblablement du potentiel avec un jeu vraiment stratégique, avec une économie assez intéressante qui vous permet de jouer dans un univers où les ressources ne vont pas simplement popper par-ci par-là de manière assez aléatoire. Simplement, c'est des ressources qui sont d'origine présente et vous allez simplement les utiliser comme dans un marché, les échanger en fonction de l'économie et de vos besoins bien évidemment. Et la gestion de l'économie des ressources dans ce jeu est relativement intéressante. Au-delà de ça, on a aussi des interactions plutôt positives, il n'y a pas de take that véritablement dans ce jeu. Les actions que vous allez faire en collaboration, puisque c'est on va dire presque un semi-coopératif, vont certainement bénéficier aux autres joueurs autour de la table, mais vont vous bénéficier principalement également. Donc on va tous un petit peu bénéficier des actions des autres, même s'il y aura effectivement certains moments où les autres personnes autour de la table vont faire des actions sur un emplacement qu'on aurait voulu prendre nous-mêmes, mais en gros c'est pas basé sur du take that, c'est plus des interactions bénéfiques à tout le monde. Reste à savoir lequel réussira à tirer son épingle du jeu le mieux possible en comparaison avec les autres. Il y a aussi un petit peu de contrôle de territoire, donc c'est aussi ça qui peut, comment dirais-je, être comparé à un mécanisme un petit peu moins positif en termes d'interaction, mais c'est relativement classique et généralement très agréable. Et puis on a aussi donc ce healthy competition, donc une compétition, comment dirais-je, saine, on va dire, dans le sens où là encore c'est pas du prends ça dans la tronche, c'est vraiment on va essayer de tous travailler ensemble en coopération pour réussir à atteindre un objectif commun, mais à terme une seule personne pourra l'emporter, notamment avec des mécanismes de draft et de gestion de ressources par exemple. Là où peut-être le bas blesse un tout petit peu au-delà, pour moi uniquement, de la direction artistique, c'est un critère un petit peu plus objectif, c'est le prix, puisque le jeu de base coûte 85$. C'est quand même un petit peu cher pour un jeu qui, vous l'avez vu sur la table, présente bien, mais n'est pas non plus un jeu qui vient vous sauter aux yeux en vous disant prends-moi tout de suite comme un fou. Non, c'est relativement un design classique, c'est pas vilain, mais c'est plutôt froid, encore une fois, même si c'est bien réalisé. On aura donc des éléments de plateaux de villes, des villes que vous aurez à cœur de coloniser sur la planète. Ensuite, vous aurez un plateau de développement, vous aurez également des plateaux de joueurs individuels, bien évidemment, vous aurez également des plateaux de corporation.
Ensuite, vous aurez tout un tas de cartes de projet, des cartes de recherche, des tokens de points de victoire, 80 colons avec le screen print sur les meeples, toujours très joli, toujours appréciable. Et puis ensuite, vous aurez donc toutes ces miniatures, donc les miniatures de vaisseaux, ensuite des miniatures de bâtiments que vous pourrez construire. Et pour le coup, elles sont pas magnifiques et elles auraient pu ne pas être des miniatures en fait, simplement des jolis tokens en bois par exemple, ça aurait fait l'affaire, d'autant plus que les plateaux de ville sont à double épaisseur, ça peut tout à fait accueillir aussi des meeples en bois bien designés avec du screen print, pourquoi pas. Les miniatures n'étaient pas forcément une grande nécessité, surtout si c'est pour faire des miniatures assez random finalement. Quoi qu'il en soit, pour le matériel du solo, vous avez également 12 cartes supplémentaires et puis un plateau réservé au solo. Et ma foi, c'est à peu près tout. Il n'y a pas masse de matériel. C'est pas comme si on était non plus sur un jeu à 350 cartes, où il y en a une centaine, un peu plus d'ailleurs, 150 cartes environ. Effectivement, beaucoup de colons avec des meeple screen print, c'est plutôt joli effectivement, les petites miniatures par-ci par-là, mais c'est pas un jeu extraordinairement riche qui vient déborder dans tous les sens de matériel. Et du coup, 85$, c'est vrai que ça semble un petit peu cher, peut-être. Ensuite, continuons, puisqu'on a aussi une édition Deluxe. Celle-ci va coûter 125$, mais au-delà de ce que l'on a vu précédemment dans la boîte de base, eh bien, vient s'ajouter une extension qui sera intitulée One More Step, un pas de plus, avec 6 nouvelles tuiles de cité que vous pourrez développer sur la planète de Janus, 2 nouvelles cartes de projet, 2 nouvelles cartes de subsidy qui sont des, comment pourrais-je dire en français, subventions, je pense que je pourrais dire. Ensuite, des cartes d'initiative, un plateau supplémentaire pour le Mandatory Shipment, donc pour les livraisons obligatoires. La traduction est peut-être un petit peu bancale pour le coup. Bon, ça vous rajoute quand même pas mal de thunes à débourser en plus, 40$ de plus pour cette extension. Alors certes, ça rajoute des tuiles supplémentaires, pas des tuiles, mais des plateaux de jeux supplémentaires pour les villes, ça rajoute un paquet de projets supplémentaires, c'est pas inintéressant, mais en termes de matériel pur, avec bon 6 nouvelles tuiles, les tuiles en carton relativement classiques, même si double épaisseur, attention, ensuite environ 80-90 nouvelles cartes, plus des stretch goals effectivement, ça semble un petit peu cher, 40$ de plus. Mais il y aura apparemment, là c'est encore flouté, mais j'imagine qu'il y aura une big box qui pourra contenir le jeu de base plus l'extension, donc peut-être que ça se justifie aussi un peu comme ça. Ensuite, continuons avec le How to Play, donc on aura à cœur d'aller bien un peu comme des ouvriers à poser nos plateaux, enfin pas nos plateaux du tout, excusez-moi, les vaisseaux sur des emplacements qui nous permettent d'aller chercher des cartes de projet que l'on pourra ensuite utiliser et dépenser pour aller construire des bâtiments qui nous permettront de produire, enfin pas de produire, mais d'extraire des ressources et d'en extraire plus peut-être, j'imagine aussi. Donc des mécanismes qui viennent s'imbriquer les uns les autres pour vous enrichir plus facilement, bref, pour aller faire une sorte de création de moteur de ressources plus efficace. Ensuite, vous pourrez envoyer vos colons, donc ça c'est l'aspect un petit peu contrôle de territoire, ça vous permettra aussi d'utiliser vos bâtiments de manière plus efficace. Ensuite, vous pourrez aussi collaborer avec les autres joueurs autour de la table, même si au final il n'y aura effectivement qu'un seul vainqueur, mais vous pourrez partager des infrastructures que vous aurez préalablement construites. Vous pourrez aussi certainement partager en partie les ressources qui se trouvent sur tel ou tel endroit pour en retirer des effets plus conséquents et faire bénéficier un petit peu de votre action aux autres joueurs autour de la table, même si il faudra prendre en compte que ça n'a d'intérêt que si l'action est plus bénéfique pour vous que pour les autres autour de la table, bien évidemment. Ensuite, Raise Funds qui revient à dire soulever des financements, on va dire, réussir à amasser des financements pour pouvoir choisir entre diverses subventions qui vous sont proposées via les cartes que vous voyez ici, pour enrichir votre économie personnelle, pour développer plus de projets et ainsi de suite, pour pouvoir débloquer de nouveaux bâtiments et ainsi de suite. Vous comprenez un petit peu, tous les mécanismes sont imbriqués les uns avec les autres et il faut développer au mieux que l'on peut, de manière assez équilibrée j'imagine, son système. Ensuite, Deliver Resources, donc aller livrer des ressources. On fera donc plusieurs missions de comment dirais-je en français déjà, pick up and delivery comme on dit en anglais, mais en gros on va chercher des ressources à un point A pour les livrer à un point B et on gagne des ressources complémentaires pour avoir accompli cette mission. C'est un relativement classique. Ensuite, on aura aussi des phases de recherche où on va essayer de construire des projets qui nous permettront, là encore une fois, de rendre nos actions ultérieures encore plus puissantes, encore plus efficaces.
Ensuite, on pourra aussi aller collecter des revenus, bien évidemment, en fonction des lieux sur lesquels on a plus d'influence que les autres, plus de colons, etc., etc. Bref, vous le voyez, c'est un jeu où tous les mécanismes sont vraiment imbriqués les uns avec les autres, où toutes les actions vont avoir un impact sur les prochaines actions et sur votre stratégie au long terme. Vous pouvez tester le jeu déjà sur Tabletop Simulator, vous pouvez aussi lire le livret de règles en anglais, pas en français, excusez-moi. Je répète que le français pour l'instant n'a pas encore été débloqué, si jamais ça peut être le cas à l'avenir, ce qui n'est pas garanti non plus pour l'instant. Ensuite, continuons un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est à peu près tout. C'est aussi une campagne qui, même si c'est relativement bien présenté, relativement lisible, montre assez peu en fait le contenu du jeu véritablement en détail. C'est peut-être aussi une des critiques qu'on peut lui faire et qui peut peut-être expliquer aussi en partie le faible nombre de backers. Pour ce qui est des shipping, pour l'Union Européenne, c'est 25$ pour la totalité des pays de l'Union Européenne. Par contre, attention, la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc un petit bifton en plus à sortir à ce moment-là. Pour le Canada, 28$, et pour nous qui sommes dans le Rest of Asia, 43$ de frais de port. Ça pique assez méchamment. Par contre, attention, le jeu devrait, théoriquement, être livré en août 2023, donc un jeu qui devrait être produit et livré relativement rapidement, même si c'est peut-être un petit peu ambitieux, on n'est jamais à l'abri d'un des 6, voire même d'un des 20, avec des mois de retard bien évidemment assez conséquents, ce serait pas la première fois, mais je ne sais pas ce qu'il en était pour leur premier jeu de Smartphone Inc., enfin leur deuxième jeu de Smartphone Inc. D'ailleurs, si vous avez testé Smartphone Inc., je serais curieux de voir des retours, parce que je l'ai vu passer en magasin près de chez moi, c'est vrai que plusieurs fois j'avais vu le jeu et les retours qui étaient plutôt positifs, sans jamais voir de joueurs francophones le présenter sur une chaîne ou sur une communauté quelconque, Facebook par exemple. Donc je serais curieux d'en apprendre un petit peu plus sur le jeu. Frozen Frontier, pour sa part, a l'air d'être vraiment sympa. C'est pas un jeu qui me semble un incontournable sur le peu qu'on peut en voir. Bien évidemment, il faut tester pour pouvoir en juger véritablement. Mais c'est vrai que je ferai assez facilement l'impasse sur le jeu et je pense qu'il est un petit peu cher, peut-être pour ce qu'il semble proposer en termes de matériel uniquement. Donc voilà, pour Frozen Frontier, 285 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne, 30 000€, ça devrait financer malgré tout, mais j'avoue que si j'étais eux, j'aurais peut-être plutôt tendance à annuler la campagne et à revenir d'ici 3, 4, 5, 6 mois en revoyant un petit peu la com et peut-être aussi un petit peu la proposition en termes peut-être de matériel, peut-être de niveau de pledge également, avec un premier niveau de pledge un petit peu moins chéro que 85$. Vous me direz ce que vous en pensez pour Frozen Frontier. Alors pour celui-ci, avant que l'on se moque de moi, je vous connais, Anthony, Xavier bien évidemment, ça fait un mois que je n'ai pas attribué de coup de cœur de la semaine dans le menu crowdfunding, et la dernière fois que je l'ai fait, on m'a dit oui, mais des fois tu backes pas tes coups de cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien je le répète à nouveau, quand je donne un coup de cœur, ça ne veut pas dire que je vais backer, parce que tout simplement on ne peut pas backer tous les coups de cœur qu'on a, il y en a beaucoup trop, en tout cas pour moi. Je sais que pour Xavier, s'il y a vrai coup de cœur, parce que ces coups de cœur sont peut-être plus rares que les miens, ça veut dire back instantané, back automatique. Pour moi, pas forcément. Genre la semaine dernière, malheureusement, vous n'avez pas pu voir le menu puisque, erreur technique, etc. Mais j'étais pas très loin d'attribuer un coup de cœur à Leaf, dont on reparlera dans le suivi du menu crowdfunding, parce qu'il était original, parce qu'il avait une proposition assez innovante que j'avais jamais vue jusqu'à maintenant, que j'aimerais bien tenter, tester, mais sans jusqu'à en faire un jeu incontournable à mon avis. Et pour le coup, c'est un petit peu dans cette catégorie que vient se placer Redwood pour moi. Et donc oui, coup de cœur de la semaine, le premier depuis un mois, je le précise, et pour le coup celui-ci je pense qu'il y a moyen que je le back quand même. Peut-être pas exclusivement pour moi, mais parce que mon frangin, qui n'est pas un grand fan de jeux de société, même s'il est quelques fois qu'il a participé avec nous à des journées jeux de société avec Xavier et d'autres amis, il a beaucoup apprécié. Parce que mon frangin est un grand fan de photos. Et Redwood, c'est un jeu de photos, un jeu où vous allez partir dans les bois, dans la nature, dans la montagne pour aller prendre des photos de la faune et de la flore qui s'y trouvent. Et le thème est vraiment super sympa, le matériel est vraiment très beau, et je trouve que c'est un pont assez sympa entre le loisir principal de mon frangin qui est la photo dans la nature et la randonnée, et le mien qui est donc les jeux de société, même si on aime bien participer l'un à l'autre aux activités de l'autre, bien évidemment. Et pourtant, Redwood pour l'instant fait un résultat assez moyen. Je pensais que le jeu allait terminer la première semaine de campagne à, soyons honnêtes, 2500-3000 contributeurs. Je pensais honnêtement qu'ils allaient faire un gros score. Et pour l'instant, moins 2000 contributeurs après 4 jours de campagne approximativement. C'est pas mal, mais c'est pas formidable.
Et je suis assez étonné, parce que moi, je vais certainement backer ce jeu, parce que, donc, comme je le disais, mon frangin et moi, ça fait un jeu assez entre-deux qui est assez fun. Mon neveu aussi, parce que du coup, sous l'influence de mon frangin, il aime beaucoup aussi la photo et les balades en montagne, dans les forêts, etc. Donc vraiment, c'est un jeu qui a tout pour nous plaire dans notre groupe de joueurs principal avec Xavier et les autres, mais également un jeu auquel je pourrais jouer avec mon frangin, mon neveu, mon fils à terme peut-être également. Que voulais-je dire d'autre également? Oui, on m'a aussi dit que la dernière fois que j'ai présenté un coup de cœur, il s'agit de Forsaken, et j'avais dit que j'étais pas encore sûr de backer. Oui, j'ai backé Forsaken. Voilà, donc tenez-le vous pour dit, j'ai backé Forsaken. Donc Redwood, on repart sur le jeu, on part un peu plus sur l'analyse de la campagne, maintenant que j'ai déblatéré sur un, comment dirais-je, sur un hors-sujet, et maintenant que cette incise est terminée, on peut reprendre. C'est donc un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc avec un vrai mode solo natif. 45 minutes la partie, donc relativement court, un jeu relativement facile à sortir, même s'il y a beaucoup de matériel, et puis des parties pour 10 ans et plus, donc relativement familial, même si je pourrais pas y jouer avec mon gamin avant 7, 8, 9 ans, hein, certainement, mais quand même, j'ai bon espoir un jour. Et il reste donc 18 jours avant la fin de la campagne, qui pour l'instant a engrangé approximativement 90 000 euros. C'est également un nouveau projet de Sit Down que vous connaissez certainement. On les a vus il y a quoi 6-7 mois déjà sur Kickstarter, avant ça sur GameFound, mis sur Kickstarter ensuite pour, comment ça s'appelait, Tiwanaku, c'est ça, qui avait un autre jeu, je crois que c'était Pachamama ou quelque chose comme ça à l'origine. Il y avait des problèmes avec comment dire, la dénomination du jeu. Donc il l'avait changé pour Tiwanaku, qui avait fait un joli succès, 1911 contributeurs, c'était pas mal. Avant ça, Rockwell qui avait fait 234, puis 303 pour une campagne précédente. Donc ils ont vraiment décollé avec Tiwanaku. 1911, c'était pas formidable, mais c'est quand même un très beau résultat. Et donc Redwood revenait avec, en plus de ça, les illustrations magnifiques de Edu Valls qu'on avait vu notamment récemment sur Bitoku, et puis Christophe Rimbaud pour ce qui est du jeu, donc Colt Express et compagnie. Revenons à nos moutons. Alors voilà, on passe directement ici. C'est également l'occasion de mettre la main sur une édition Kickstarter exclusive que vous ne pourrez pas retrouver en magasin, bien évidemment. Vous aurez dans ce jeu un mode compétitif, un mode en équipe, et puis également le mode solo que j'ai mentionné préalablement. Qu'est-ce qui est exclusif à cette version Kickstarter? Eh bien, c'est l'extension que vous voyez ici, Into the Wild, qu'on va détailler un peu plus bas. Alors, pour le matos, vous le voyez, on est déjà sur ce que j'aime bien personnellement. On ne le voit pas si fréquemment ça, mais je ne sais pas pourquoi, j'aime bien l'idée. C'est un plateau rond. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, je ne saurais pas l'expliquer moi-même. J'aime bien le côté plateau rond. Je trouve ça assez fun, assez original, même si on en voit maintenant de plus en plus. Je trouve ça assez sympa. Autre truc assez original, mais peut-être un peu plus casse-bonbon, c'est ici ce que vous voyez ici, c'est une sorte de plateaux sur lesquels on va laisser reposer nos gabarits, puisque vous allez utiliser des gabarits pour prendre des photos, mais également pour déplacer vos photographes. Les plateaux de joueurs autour de la table, bien évidemment, et puis également tout un tas de petits tokens par-ci, par-là. Le gros du truc, c'est que vous allez partir donc en montagne, dans la forêt, et vous allez chercher à prendre les meilleures photos possibles, photos que vous allez poser sur votre frise de plateau de joueurs que vous voyez ici. Et en fait, vous allez chercher à prendre des photos qui vont accueillir des animaux, mais également de la flore. Chaque animal, chaque fleur, chaque plante va vous accorder plus ou moins de points, bien évidemment. Les langues disponibles, on a déjà le français, donc c'est banco, bien évidemment, c'est un projet belge de Sit Down, donc effectivement c'était couru d'avance, hein, c'était déjà le cas pour Tiwanaku. On a aussi d'autres langues, mais pour nous, le français sera bien suffisant. On aura aussi du custom friendly shipping, donc des frais de port relativement généreux de la part de Sit Down, qui nous permettront de backer sans trop de soucis, mais attention, il faudra quand même regarder un petit peu le coût. Le coût, le voici d'ailleurs, pour la version core game, donc la version jeu de base uniquement. Ça sera 65 euros. Ok, vu le matériel, c'est relativement honnête, puisque vous allez voir, on a un bel insert, avec effet bois assez sympa, assez thématique. On aura aussi une box sleeve, donc une couverture de boîte, encore une fois assez sobre mais classe, avec un aspect bois assez thématique, assez sympa. On aura également des petits, comment dirais-je, des jetons d'animaux qui seront en bois avec du screen print, donc plutôt sympa. On a aussi le plateau que vous voyez ici qui me semble être, oui, double épaisseur, ça, double épaisseur. On a donc les plateaux individuels. On a aussi 8 figurines qui reposent sur du néoprène pour éviter de glisser.
Donc on est quand même sur du beau matos, au-delà aussi des ressources en bois derrière. Donc globalement, on est quand même sur du très joli matos, le tout n'étant pas forcément trouvable ensuite dans le commerce, parce que la couverture par exemple sera exclusive à Kickstarter, tout comme l'insert, tout comme les ressources, les animaux en bois, tout comme le double épaisseur du plateau, tout comme les plateaux certainement un petit peu plus épais que ceux qu'on retrouvera dans le commerce par exemple. Bref, en gros, quasiment tous les composants de la boîte de base, même pour la boîte de base, sont upgradés par rapport à la version qu'on retrouvera en boutique. Donc 65€, ça reste relativement normal pour un jeu de ce genre-là en termes de matériel présent sur la table. Il y a même une ficelle, c'est pas l'élément le plus cher du jeu, mais voilà, vous serez au courant. Les cartes, bien évidemment, pour aller prendre des photos. Ensuite, on a 20 cartes d'objectifs. Objectifs cachés, hein, j'imagine que vous aurez à cœur de les, de les compléter d'ici la fin de la partie pour remporter des points. Certains peut-être, je ne l'ai pas vu en détail, certains seront peut-être résolvables durant la partie et d'autres en fin de partie pour un aspect un peu plus objectif secret, disons. Et puis ensuite, vous avez tous ces fameux gabarits en plastique qui vont vous permettre pour les marrons ici de déplacer votre photographe, puisque vous le voyez, vous l'avez peut-être vu, en tout cas un peu plus haut, on a 2 photographes pour chaque couleur, on l'aperçoit un tout petit peu ici, et en fait un photographe vient signifier le lieu où il se trouve sur la map, et le deuxième en fait va vous permettre de faire un déplacement. Vous allez clipser un gabarit que vous voyez ici, l'embout ici, vous allez le clipser sur l'une de vos figurines, enfin sur celle qui est déjà placée sur la carte, et l'autre extrémité avec le cercle qui se trouve ici va accueillir votre deuxième figurine, et ensuite vous retirez la première, et l'emplacement ici désigne le nouvel emplacement de votre photographe. Donc ça c'est pour les déplacements, et ensuite vous avez les gabarits en grisé comme ici, qui sont en fait votre champ de vision grâce auquel vous allez pouvoir prendre des photos. Ensuite, donc les repose-gabarits, ensuite quelques petits sachets plastiques, c'est quoi? C'est des protège-cartes, d'accord? Toujours sympa aussi. Avec des pegs également, donc des petits bitonios, là je sais pas comment ça s'appelle, pour vous permettre de loger vos gabarits sans qu'ils ne se cassent la gueule, en fait, simplement. Plus tous les stretch goals, bien évidemment. Ensuite, passons à la version suivante. On a ici l'extension Into the Wild, qui elle va vous coûter 36€, qui est exclusive elle-même, hein, l'extension elle-même est exclusive à Kickstarter. Et là encore, ça vient avec la couverture, ça vient avec son petit insert en plastique bien évidemment, ça vient avec des ressources en bois bien sûr. En gros, c'est un petit peu la même chose, mais c'est un enrichissement du jeu de base, avec des gabarits un petit peu différents, avec des formes un petit peu biscornues, un petit peu originales, et puis peut-être des petits modules avec la barque et le vélo ici que j'avais pas entreaperçu sur le jeu de base il me semble. Ensuite, poursuivons les add-ons. Vous pourrez aussi remplacer vos plateaux de joueurs par des tapis de néoprène pour 22€. Ça vous fera 4 tapis de néoprène. Donc après, c'est des petits tapis de néoprène, certes, mais quand même du néoprène pour 22€, 6 tapis, c'est pas très cher. Ensuite, 26€ pour plus de 170 tokens en bois. 35€ pour plus de 210 tokens en bois, donc c'est pour ceux qui voudraient avoir encore plus de ressources, donc les ressources pour le jeu de base et les ressources pour le jeu de base plus l'extension, cette fois-ci en bois. Ensuite, d'ailleurs il me semblait que c'était déjà en bois, attendez on va quand même vérifier parce que j'ai pas envie de dire une bêtise. Les animal tokens ici, ah d'accord, donc les wooden animal pawns, les jetons sont en bois, mais les tokens sont peut-être en carton, allez savoir. Pour le coup, je suis pas très sûr de moi. Je sais que ceux qu'on avait vus précédemment, voilà, ici, sont en bois, c'est d'ailleurs écrit Wooden Animal Pawns. Par contre, un peu plus bas, effectivement, Animal Token, c'est pas écrit Wooden, donc c'est peut-être en carton simplement, en carton rigide. Donc peut-être l'occasion d'aller upgrader un petit peu avec des jetons en bois. Ok. Ensuite, vous avez aussi le all-in ici à 140€. Ça commence à piquer un petit peu, mais c'est quand même toujours beaucoup moins cher qu'un appareil photo que mon frangin achète. Hein, ça peut être multiplié par 10. Donc ça contient le jeu de base et son extension qui est exclusive à Kickstarter. Ça vient aussi avec tous les néoprènes et toutes les ressources en bois, donc de l'oxyfication à outrance bien évidemment. Et puis également une big box, une grosse boîte qui va vous permettre de contenir le jeu de base plus son extension bien évidemment, avec des game trays qui plus est. Donc là on est sur de la grosse de l'oxyfication et de l'ergonomie en plus qui plus est. Et puis également un petit Redwood Miniature, donc un arbre un petit peu en format impression 3D j'ai l'impression, qui s'accompagne d'une mini extension, plus également une tuile en bois sur laquelle repose l'arbre en question. Ça aussi c'est une exclusivité Kickstarter et même exclusivité de la Big Box.
Même chose pour The Constraint Cards, une petite mini-extension qui elle aussi est exclusive à Kickstarter. Et puis enfin, vous pourrez storer, ça veut rien dire en français, mais vous pourrez loger tous les repose gabarits, on va dire, directement dans la boîte, ce qui peut sous-entendre que ce n'était pas forcément le cas pour les pledges de base, parce que c'est également marqué Big Box Exclusive, donc je sais pas très bien, allez voir. Ensuite, les pledge levels, on les a déjà mentionnés petit à petit, mais ici c'est un résumé, donc 65, 93, 140 pour le pledge de base, le pledge plus extension exclusive, ou 140 pour l'édition all-in avec une grosse boîte pour tout contenir, et puis du matériel de luxifié bien évidemment. Ensuite, juste pour noter aussi, on a ici visiblement un petit discount Kickstarter, comme souvent c'est le cas ici, on nous dit qu'on a 20% de discount par rapport au prix en boutique. C'est bon à savoir, même si il faudra aussi répercuter le prix des frais de port bien évidemment, ça fait plus ou moins du pareil au même au final. Vous avez donc le mode compétitif avec donc les gabarits que vous allez sélectionner. Ensuite, vous allez choisir de déplacer votre, voilà c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, clipser, déplacer votre photographe pour pouvoir l'orienter dans une zone plus propice avec plus d'animaux et plus de flore également disponible avec son gabarit photo. On le voit ici un petit peu en transparence, il peut le déplacer pour essayer de prendre la meilleure photographie possible, sachant que si vous êtes dans une zone où il y a le soleil, vous allez gagner plus de points. Ensuite, vous allez également réussir à prendre des bonus en fonction de ce qui se trouve en dessous de votre gabarit, pas seulement les animaux, mais également la faune, etc., la faune et la flore, etc. Vous avez également un mode team, un mode équipe, dans lequel vous pourrez jouer certainement donc en 2 contre 2, j'imagine, avec certaines règles un petit peu différentes, bien évidemment, et puis également un mode solo, qui disposera de plusieurs scénarios dans lesquels vous aurez à cœur de remplir différents objectifs pour remporter un maximum de points, bien évidemment, et de battre votre record précédent, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez ici l'extension Into the Wild qui vous est présentée avec le module Puma, les différents autres animaux que vous pourrez trouver, avec pour chacun des animaux ici les pommes de pin qui représentent des points de victoire. C'est le petit truc que je trouve un petit peu dommage pour l'instant, et je crois, après avoir lu certains commentaires dans la campagne, que je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir les points de victoire représentés par des pommes de pin directement sur les animaux. Je trouve que ça gêne un petit peu, c'est pas nécessaire je pense d'avoir les points de victoire directement sur les animaux. Vous pouvez faire une aide de jeu sur laquelle chaque animal représente tel point de victoire, et ça suffit, il n'y a pas besoin de les mettre directement sur l'animal en question, je trouve que ça gâche un petit peu l'illustration pour le coup. Ensuite, l'animal module, le character module, donc j'imagine que, oui c'est ça, les photographes auront chacun une compétence particulière, donc un petit peu d'asymétrie, ça c'est très sympa également. Le transport module, donc, pour utiliser donc, la barque ou le vélo par exemple, ou même un paraglider, c'est sympa aussi. Ensuite, un base camp module, donc, où on pourra camper pour mieux prendre des photos au matin, au beau matin, à la rosée. Et puis également un Special Templates Module qui vous permettra d'utiliser une lentille un petit peu différente pour prendre des photos un peu plus différentes, là encore bien évidemment. Donc différents modules, donc au-delà de l'enrichissement de nouvelles cartes, etc., l'extension vient aussi ajouter pas mal de petits modules qui viennent enrichir la rejouabilité du jeu de base, et puis peut-être un petit peu de complexité supplémentaire également. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt bon à prendre. Vous pouvez télécharger les règles en français. Attention, le travail est en cours, hein, ce n'est pas encore définitif, mais vous aurez déjà un très bon aperçu des règles du jeu. Vous avez également pas mal de vidéos en français d'ailleurs, hein, pour ceux qui voudraient un peu plus de détails, un peu plus d'aperçu de ce que ça peut présenter sur la table, ou même un petit morceau de partie par exemple. Vous avez différentes vidéos de vidéastes francophones sur la campagne, donc je vous invite à aller les consulter, par exemple Un Monde de Jeu, mais également l'école du jeu, ou encore le Renard Ludique, si je me souviens bien, a fait une vidéo également. Voilà, c'est ici le Renard Ludique, on a aussi Ludo Chrono qui en a fait, donc vous avez tout un tas de vidéos en français disponibles pour cette campagne, donc allez vous référer à ces vidéos pour avoir un peu plus de détails. Moi je me contente généralement de présenter la campagne plus que le jeu uniquement, donc ça prend un peu plus de temps, sans être forcément plus parlant en termes de gameplay. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est le format du menu crowdfunding. Continuons. Le jeu est théoriquement livré pour septembre 2023, donc dans un an approximativement, mais toujours prenez ça avec des pincettes, on n'est jamais à l'abri de quelques mois de retard. Ensuite, les frais de port, est-ce qu'on va réussir à les trouver? Oui, apparemment c'est dans ce coin-là. Alors d'abord, on revient ici parce qu'on nous dit que la VAT is not included for EU, donc en gros la TVA n'est pas
incluses dans le prix pour les résidents de l'Union Européenne ou du Royaume-Uni. Donc ça sera ajouté dans le Pledge Manager. Donc attention, toujours un petit billet en plus à sortir dans le Pledge Manager, donc soyez avertis. Ensuite, le shipping pour la zone 1, alors il y a pas mal de pays. Belgique, Canada, c'est là aussi. Ensuite, la France est là également. Le Japon est là également. C'est assez rare qu'on soit tous dans la même zone. Monaco également. Nos amis suisses également. On salue au passage nos amis des hauts plateaux. Donc pour la zone 1 dans laquelle la grande majorité de la francophonie se situe, c'est donc 15, 15, 25 ou 30 en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Attention quand même pour nos amis éventuels du Liechtenstein. Je ne sais pas si vous êtes très nombreux à nous regarder du Liechtenstein. C'est un petit peu plus cher pour vous. On a aussi notre ami Expat Meeple qui, je crois, est plus vers Singapour, auquel cas, bon, toi t'es habitué, mais bon, du coup, c'est quand même beaucoup plus cher en termes de frais de port également. Si tant est que le jeu t'intéresse, bien évidemment. Attention pour les Dom-Tom également, je crois que ça a changé de nom entre temps, mais ça fait longtemps que je suis pas en France, donc moi je suis resté sur Dom-Tom. La Guyane, la Guadeloupe, etc., c'est quand même beaucoup plus cher, mais bon, ça c'est malheureusement couru d'avance, malheureusement. Et je crois que c'est à peu près tout pour la zone francophonie. Et ma foi, bah du coup, c'est à peu près tout pour Redwood, mon petit coup de cœur du jour. Pas uniquement parce que le gameplay a l'air sympa, il a l'air sympa, mais je pense qu'a priori c'est pas un jeu qui va, comment dirais-je, s'attirer les louanges de la majorité des membres de notre groupe de joueurs réguliers, disons. Je pense qu'on l'appréciera, je pense que plus de ça, le jeu est très très beau, très joliment produit. Mais c'est certainement pas un jeu qui a des mécanismes et une complexité qui correspond exactement à nos attentes principales, même si on peut apprécier des jeux plus d'entrée de gamme, plus familiaux. Mais quand même, petit coup de cœur parce que la thématique me plaît beaucoup et que ça me permettrait de faire le pont entre mon frangin et moi et nos deux loisirs en commun. Donc je trouve ça très attrayant, ne serait-ce que pour cette raison également, au-delà de la DA qui est magnifique. Moi pour Redwood, 924 contributeurs pour l'instant, à 10 jours de la fin de la campagne, 90 000 euros d'engrangés. C'est pas mal, mais c'est vrai que je m'attendais quand même à beaucoup mieux que ça. Je m'attendais honnêtement à 2500-3000 à la fin de la première semaine de campagne. Comme quoi, vous voyez, je suis tout sauf un expert. Hein. Certains pensent que les youtubeurs, les vidéastes sur tel ou tel sujet, ça peut être un jeu de société ou autre chose, sont plus connaisseurs. Et ça peut être vrai en partie sur certains points, mais on n'est pas forcément non plus des experts, hein, loin de là. Je suis un joueur comme un autre, j'ai pas plus de légitimité que le vôtre. Lorsque vous donnez un avis sur un jeu, il n'est pas forcément moins important, moins légitime que celui d'un vidéaste. Donc voilà, tenez-le vous pour dit. Quoi qu'il en soit, je ferme la parenthèse, et voilà pour Redwood. On continue et on clôture cette semaine par The Stifling Dark. Après vérification, ce n'est pas Stifling mais Stifling Dark, un jeu d'horreur. Et donc je le mets dans les gros projets de la semaine parce que déjà il a surpris pas mal de monde avec un résultat assez conséquent pour un primo-éditeur. Il s'agit de Sophisticated Cerberus Games. Alors pour ceux qui éventuellement voudraient fouiller un petit peu dans les bas-fonds, oui, effectivement, ils sont avec MOB Vanguard, la boîte, l'agence de licence pour laquelle je bosse, mais c'est pas la raison pour laquelle je l'ai placé dans les gros projets, parce que vraiment il fait une belle surprise, une belle campagne avec actuellement 1300 contributeurs quasiment, 81 000 euros d'engrangés à 26 jours de la fin de la campagne. Et je l'ai placé pour plusieurs raisons ici. Alors, encore une fois, pas parce que ça fait partie de l'agence pour laquelle je bosse, parce qu'il y a plein de jeux de leur agence qui sortent sur Kickstarter et que je traite pas du tout comme des gros projets, mais aussi parce que il me semble, comment dirais-je, concurrencer directement un jeu qui est sorti sur Kickstarter il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois à peine, qui lui jouissait d'une grosse licence de jeux vidéo derrière lui, et qui, personnellement, m'avait pas mal déçu. Alors, j'avais pas d'attente, parce que c'est pas un type de jeu qui, moi, m'attire. D'ailleurs, Stifling Dark non plus, je suis pas amateur de jeux d'horreur, pour le coup. Il s'agissait de Dead by Daylight, qui avait fait un énorme succès sur tous les plateformes de jeux vidéo, donc PC, PS4 et compagnie, j'imagine. Un jeu dans lequel on disait un contre tous, donc une sorte de tueur en série qui poursuivait tous les autres joueurs et qui cherchait à mettre fin à leur jour, pas forcément dans les conditions les plus indolores, on va dire. Et c'était, je trouve, assez vilain. Pour une grosse licence telle que Dead by Daylight, je trouvais le plateau assez moche, je trouvais le matériel globalement assez, comment dirais-je, manquant de qualité en termes de direction artistique, c'était pas franchement joli. Et au-delà de ça, les mécanismes me semblaient pas très très convaincants. Alors, n'ayant jamais testé le jeu, bon, c'est à prendre avec des pincettes bien évidemment, ce n'est qu'une première impression, mais d'un point de vue un peu externe, comme ça, j'étais vraiment pas attiré par le jeu,
parce que déjà la thématique bien évidemment, mais aussi parce que je trouvais le matériel un peu pauvre et les mécaniques n'étaient pas très convaincantes je trouve. Ça faisait très jeu d'entrée de gamme comparativement à ce qu'on aurait pu attendre. Et pour le coup je trouve que The Stifling Dark, pour le coup, eh bien, présente bien mieux et me semble aussi en termes de mécanisme être plus prometteur dans ce registre de jeu qui moi m'attire pas que ne pouvait l'être Dead by Daylight, parce que là aussi on se retrouve face à un jeu de 1 contre tous avec un tueur en série ou un monstre en tout genre face aux autres joueurs qui eux auront pour seul but de s'échapper, de survivre à cette nuit. Donc c'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour 25 minutes par joueur, donc vous pouvez rapidement aller jusqu'à 1h30 voire même presque 2 heures si vous jouez à 5. Et puis c'est pour 14 ans et plus, ça se comprend assez facilement parce que c'est sur un thème d'horreur où on va chercher à massacrer les autres joueurs autour de la table, donc forcément, voilà. Donc on est sur un jeu avec des déplacements secrets bien sûr, avec un joueur qui aura donc le rôle du tueur en série ou du monstre qui sera placé derrière ce plateau que vous voyez ici, derrière cet écran. Il aura un plateau un peu plus réduit que le plateau central des autres joueurs, et lui pourra se déplacer secrètement sur cette immense map, et les autres joueurs vont jouer avec des lampes torches pour essayer de d'abord savoir se retrouver. Où sont-ils? Sauront-ils se retrouver les uns les autres? Sauront-ils coopérer pour aller réparer le moteur d'un camion et ensuite s'enfuir par exemple, ou trouver la porte de sortie, etc. Et on pourra aussi parfois trouver les empreintes du tueur, du monstre qui nous poursuit, un petit peu comme on l'avait vu avec Beast l'année dernière, qui avait fait lui aussi d'ailleurs un superbe succès. Donc, je le disais, jeu de déplacement en 1 contre tous, déplacement caché dans une thématique horreur, avec, au plus de ça, donc cet aspect un peu innovant, un peu original, d'innovation mécanique, qu'est la lampe torche. Vous allez incarner un des nombreux investigateurs présents dans le jeu, ou vous allez incarner donc ce meurtrier sanguinaire. Passons, on a donc ici les flashlights, donc les lampes torches qui vont permettre de vous mouvoir, de trouver des objets, différents items qui se trouveront devant vous à proximité pour aller les choper, certains pouvant vous aider à aller réparer telle ou telle machine pour ensuite vous enfuir, etc. Donc l'aspect champ de vision est particulièrement important dans le jeu, et ce grâce en partie donc aux lampes torches. Ensuite, vous avez ici tous les investigateurs qui seront à votre disponibilité, donc on passe rapidement, Clara Dunkley, Key Christensen, Mitchell Carter, etc. Chacun des investigateurs aura ses propres spécificités, donc un petit peu d'asymétrie là également. Ensuite, on aura aussi des nouveaux investigateurs qui vont venir s'ajouter via les stretch goals ou dans la version Deluxe Only, donc encore plus de rejouabilité. Faudra aussi imaginer certaines synergies entre les personnages, qui fera quoi et pourquoi dans ce groupe, pourquoi tel personnage plutôt que celui-ci va faire cette action-là, etc. Donc ça c'est relativement intéressant. Et puis en face, donc on aura les adversaires, on aura d'abord le Butcher, donc le boucher avec son crochet de boucher, ou The Insatiable Horror, donc l'horreur insatiable qui va chercher à vous bouffer. C'est encore plus ragoûtant que le boucher, à moins qu'il ne soit en collaboration. Non, c'est l'un ou l'autre, quoi qu'il en soit. Mais avec un gameplay relativement différent. Ensuite, le gameplay justement, donc bien, vous vous en doutez, on aura une phase pour les investigateurs qui vont chercher à se déplacer, qui vont chercher à trouver différents items pour chercher à s'évader et à survivre autant que faire se peut, avec pour chacun d'entre eux une flashlight avec une batterie, donc à chaque fois que vous allez utiliser votre lampe torche, sa batterie va diminuer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus du tout l'utiliser. Ils auront parfois aussi des points pas de vie, mais d'endurance, voilà, ça c'est le mot que je cherchais, d'endurance un petit peu différents les uns des autres, également une vitesse un petit peu différente les uns des autres, en fonction de leurs blessures peut-être également, et puis chacun aura aussi une Major Ability, donc une compétence particulière et spéciale qui leur sera propre, qui sera uniquement disponible pour ce jour-là, alors que le GIF se déclenche enfin. Il y aura bien évidemment aussi des jets de dés. Ensuite, on aura les objectifs des investigateurs qui vont donc chercher à trouver des indices, qui vont donc chercher à trouver une voie de sortie, une voie pour s'échapper du lieu où ils se trouvent, et à terme, bien évidemment, essayer de tous ensemble sortir, et seulement si tous ensemble vous réussissez à sortir, seulement à ce moment-là, eh bien, vous pourrez l'emporter. Au contraire, le adversary, donc l'adversaire, le monstre, le tueur en série, lui, il va simplement se déplacer subrepticement, comme ça, en cachette, de cachette en cachette, en essayant de ne pas se faire voir par les joueurs autour de la table, pour simplement les éliminer chacun leur tour, bien évidemment.
Sachant que au-delà des deux adversaires présents pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres par derrière, je ne sais pas, vous aurez aussi un aspect assez intéressant qui fait qu'à chaque partie, votre adversaire, enfin l'adversaire que vous allez choisir, le monstre que vous allez choisir, disons, aura un set de compétences que vous pourrez utiliser à une partie mais pas à l'autre. Donc par exemple, vous allez dire, cette partie je vais jouer le boucher, et cette partie je vais prendre la compétence A et la compétence C, et la prochaine partie je prendrai la compétence B et la compétence E par exemple. Donc ça aussi, ça donne une certaine rejouabilité et un certain intérêt de ce point de vue-là. On passe aux pledge levels, donc les niveaux de pledge. Le pledge basique est à 50$, donc c'est relativement abordable, plus tous les stretch goals bien évidemment. Et ensuite on a aussi une version deluxe à 70$ qui inclut une extension que vous voyez ici qui s'appelle Nightfall, et qui inclut également 275 protège cartes. Donc c'est toujours sympa, et ça ne coûte que entre guillemets, 20$ de plus, pour quand même 275 protège cartes et une mini extension, c'est pas si mal. Vous avez aussi des niveaux de pledge un petit peu moins conséquents pour ceux qui voudraient uniquement mettre 1$ pour accéder au pledge manager par exemple, ou au contraire des pledges plus conséquents pour les retailers, donc les gérants de boutique par exemple. Vous avez aussi des niveaux de, des pledges mécénat on va dire, mais qui je crois sont déjà sold out, en tout cas pour le premier c'est sûr. Les deux d'ailleurs, les deux sont sold out. Ensuite, continuons. Les add-ons, vous pourrez prendre une copie supplémentaire pour aller réduire un petit peu les frais de port bien évidemment. Vous pourrez prendre aussi une copie supplémentaire du Deluxe, là encore pour amortir un petit peu au niveau des frais de port. On a pas mal de commentaires dithyrambiques et c'est assez intéressant dans le sens où c'est pas uniquement des vidéastes, on a aussi des commentaires d'autres éditeurs de jeux bien connus comme Leather Games par exemple, que vous connaissez certainement, c'est l'éditeur de Root notamment, ou de Oath. Donc quand on a des commentaires de créateurs de jeux eux-mêmes qui sont plutôt dithyrambiques vis-à-vis du jeu, c'est finalement plus un gage de crédibilité que ça ne peut être vis-à-vis de certains vidéastes tout du moins. Après, ils sont peut-être potes aussi, hein, donc ça change pas forcément fondamentalement les choses. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte? La boîte de base, vous avez donc cet énorme plateau, enfin, il a l'air énorme comme ça, mais il n'est pas si énorme, avec toutes ces cases numérotées qui seront autant de cases sur lesquelles vous pourrez vous déplacer bien évidemment. Vous voyez bien évidemment qu'il y a différents types de cases, avec du rouge, du bleu, du vert, etc. Donc j'imagine qu'il y aura un intérêt à se déplacer sur tel ou tel type de cases, bien évidemment, certaines sur lesquelles on pourra trouver des items, etc., avec des bâtiments, des pièces différentes. Ensuite, on aura la même chose, mais en version miniature pour le meurtrier qui se trouve derrière son plateau personnel, derrière son écran personnel. Ensuite, les 4 flashlights, donc les 4 lampes torches. Les 12 player standees, donc ce ne sera pas des miniatures, ce seront des standees. Pourquoi pas, ça fait le job après tout. Peut-être qu'ils auraient pu prévoir effectivement une version deluxe avec des miniatures, effectivement. Ensuite, les plateaux des personnages en question, donc ils seront 12 au lieu de 9 en boutique, j'imagine, grâce aux personnages dévoilés entre-temps. 7 dés et non plus 4 comme c'était prévu à l'origine, 9 aides de jeu, ensuite 105 mini-cartes pour différentes utilisations bien évidemment. On aura ici 32 cartes de mitigation comme ils appellent ça, qui vous permettront notamment par exemple d'aller recharger votre lampe torche par exemple, 33 cartes de blessure, 40 cartes de condition. Qu'est-ce que ça veut dire ça, condition? C'est trop petit, j'arrive pas à le lire. You may no longer sprint. D'accord. Donc certaines cartes qui viendront impacter vos compétences. Là par exemple, cette carte-là vous empêchera de sprinter pour, j'imagine, le tour ou peut-être jusqu'à la fin de la partie. Je ne sais pas. Ensuite, on aura 109 cartes un peu plus conséquentes. Celles-ci sont de mini-cartes. Celles-ci sont des cartes un peu plus conséquentes, avec des cartes de tempête, des cartes d'items, des cartes de, evidence de preuve, et des cartes de compétences d'ennemis. Ensuite, des tokens dans tous les sens. Bon, les tokens sont pas fantastiques, hein. Visuellement c'est pas magnifique, mais bon, ça fait le job. C'est pas vraiment les tokens, enfin c'est pas vraiment un type de jeu dans lequel les tokens sont si importants que ça en termes de présence visuelle à mon avis. Mais bon, vous direz ce que vous en pensez. Ensuite, continuons, les Deluxe Components. Pour ceux qui prendraient la version Deluxe, on aura des flashlights plus larges, donc des lampes torches plus larges. Ensuite, le livret de règles pour l'extension, bien évidemment. 2 nouveaux player standees avec leur plateau de joueurs individuels. 2 nouvelles cartes avec de nouveaux items, 2 nouvelles cartes de lampe torche. 2 nouveaux tokens également, etc. Puis donc les protège cartes, bien évidemment, que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous pouvez déjà tester le jeu sur Tabletop Simulator, mais également sur Tabletop Playground, que je connais beaucoup moins pour le coup. Ensuite, passons, les stretch goals, ce sera pour le suivi du menu crowdfunding, donc on va pouvoir directement s'orienter, je pense, vers les frais de port. Et c'est ici que ça se passe. Pour le Canada, 20 à 25$, quelle que soit la région du Canada dans laquelle vous vivez. Ensuite, pour l'Europe, je crois que c'est la région la plus sympa.
puisque vous payez uniquement 15 dollars de frais de port, ou un petit peu plus, 20 si vous vivez dans des pays européens hors de l'Union Européenne, comme la Suisse par exemple. Ensuite, pour nous qui sommes en Asie, pour le Japon, c'est quand même 30 à 35 dollars, c'est assez chéro. Et ma foi, je crois que c'est à peu près tout. On peut aussi mentionner rapidement que théoriquement, le jeu devrait être livré d'ici janvier 2024. Donc eux, au moins, ils ont vu un petit peu large. Ils ont même détaillé d'ailleurs les dépenses, donc la manufacture du jeu, le transport de marchandises, etc., les frais de Kickstarter, etc. etc. Donc ils sont relativement clairs, relativement transparents vis-à-vis des dépenses opérées pour cette campagne. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Stifling Dark avec ses 1280 contributeurs si on arrondit un petit peu. Il reste plus de 3 semaines pour se pencher sur son sujet. Reste à voir si vous êtes sensible à la thématique des jeux d'horreur, en 1 contre tout ce qui plus est avec des déplacements cachés, et si vous êtes éventuellement intéressé par ce mécanisme de lampe torche. En tout cas, c'est un plutôt beau succès pour un primo-éditeur. 82 000 € d'engrangés, 1300 contributeurs, c'est tout pour Stifling Dark. Et c'est tout également d'ailleurs pour cette semaine du menu crowdfunding. Je vous remercie bien évidemment de m'avoir suivi aujourd'hui encore. N'hésitez pas à nous laisser un petit like, on ne le dit pas assez souvent, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler de temps en temps. Mais encore plus, les commentaires surtout. On est surtout avide de lire vos commentaires, d'avoir vos retours sur tel ou tel projet. Quels sont ceux qui vous ont intéressé les plus, quels sont ceux que vous avez déjà backés ou qui vous ont déçu peut-être également. Donc n'hésitez pas à nous répondre en commentaire. On répond à absolument tous les commentaires généralement, à moins que ça peut toujours arriver, un petit oubli se glisse par-ci, par-là, bien évidemment, auquel cas, désolé. Et ben du coup, ma foi, on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à aller consulter, comme j'ai dit tout à l'heure, la vidéo d'Explay Party de Flamecraft, et puis toutes les autres vidéos d'ailleurs de la chaîne, bien évidemment. Après tout, pourquoi pas. Et puis du coup, on se retrouve très prochainement pour le suivi du menu crowdfunding mercredi prochain. Et puis, avant d'oublier, j'ai failli oublier, au moment où je posterai cette vidéo, il y aura déjà également le patron l'addition du mois de septembre qui sera en ligne. Notre petit bilan ludique mensuel dans lequel on présente un petit peu les différents jeux qu'on a découverts, les différents jeux qui nous ont déçus ou qui nous ont beaucoup surpris dans le bon sens du terme également. Donc toujours dans la bonne humeur bien évidemment, avec Xavier et moi-même. Et bien sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, jouez bien surtout, et à la prochaine.